Tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné-série en collaboration avec nos amis de Allociné. Joli plateau aujourd'hui pour une spéciale film et série d'anticipation. C'est le gros thème du jour. Et pour parler de tout ça, on accueille un invité. C'est sa première, je crois, dans No Spoil. Deuxième. Joe Hume est avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est vrai que tu es hyper pris, t'as sans arrêt. Et puis c'est juste une activité extrêmement matinale qui est très régulière, mais qui me fait me lever tous les jours à 4h30 et qui fait que les trucs de l'après-midi, j'essaye de les sélectionner. Donc là, je suis ravi d'être là, très content. Le thème du jour, l'anticipation, les films d'anticipation, tout ça, c'est un truc qui te parle beaucoup ? C'est un truc, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir grandi beaucoup avec l'essor de l'anticipation. En fait, moi, je suis né en 1982 et vraiment le cinéma et même la fiction d'anticipation, j'ai l'impression a pris son essor véritablement pendant que moi je grandissais. Donc, il y a énormément d'œuvres qui sont classées anticipation, qui m'ont marqué et qui ont participé à ma culture ciné et série aujourd'hui. Ouais. Ce sera notre gros dossier dans quelques minutes, après les news, après le côté sur côté. Mais d'abord, je continue ce tour de table avec monsieur le rédacteur en chef d'Allociné, monsieur Yoann Sardé. Bonjour et ravi de trouver un frère capillaire. Ça fait plaisir. Souvent, je me sens seul avec mes cheveux gris. Les renards argentés. Voilà, ils sont là, la team des renards. Combien de temps il faut cette semaine à peu près pour le journal des sorties, mon cher Yoann ? On est chargé ou Non, c'est assez léger. C'est assez léger. Donc on peut se prévoir un petit truc en fin d'émission, mais je ne sais pas s'il y a l'option coup de cœur qu'on fait. Mais il y a l'option coup de cœur. J'aimerais bien. Donc il faut depuis le temps. L'option coup de cœur. On va essayer d'anticiper, c'est le thème du jour. On va Donc. le reporter encore une Qu'on semaine. parlait d'un petit cocktail, moi j'étais chaud. Il y a aussi l'option Mais c'est petit bien, cocktail, mais cela c'était dit. une surprise. De l'autre côté du plateau, Juliana de 2 heures de perdu est avec nous. Oui, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus. Ça va, Juliana ? Oui, ça va très bien. Bon, tu vas voir, ça va être rigolo. On a un côté sur côté Oula. qui, je pense, risque de faire parler. Je ne sais bien. pas si vous l'avez traité dans 2 heures de Une perdu. personne ici, ça va être bizarre. Non, mais voilà. C'est toi, le sujet du côté sur côté Ça va aujourd'hui. peut-être pas trop te faire rigoler, mais nous, oui. Je te dirai ça tout à l'heure. Sûrement, on commence à avoir traité énormément de films. Écoutez, là, c'est la pression, c'est le live samedi. C'est pour ça, j'en parle. Oui. Samedi à Lille. Samedi à Lille, live sur Men in Black au théâtre Sébastopol. Il doit rester encore, mais vraiment très peu de place. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre petit billet et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Sur Ça la va être franchise ou sur le premier sur le uniquement premier. Ok. Premier film, Men in Bien. Black. Mm. 2 heures de perdu en live à Lille ce week-end. Donc n'hésitez Tout pas. Où est-ce qu'on chope les places si on les veut, tout ça ? Le lien de la billetterie est en ligne. Vous tapez 2 heures de perdu, Lille, théâtre Sébastopol, vous allez. Ça trouve Le facilement. cheminement va se faire. Mais ça L'internet sera- vous donnera la Ça réponse. sera même J'ai beaucoup pas la aimé durée- ce démerdez-vous très J'ai pas poli. la durée en tête, mais Men in Black dure moins de 2 heures, donc ce sera 1h27. Oui, de alors perdu, vous savez que ou 2 heures de perdu, ça s'appelle comme ça, parce que C'est c'est la le nom. durée, la durée moyenne d'un film. à fait. Mais en l'occurrence, oui. Parce que moi, Men in Black je dure sais un que peu moins. voilà, je vais pas faire le toit, mais Men in Black fait partie de mes grandes frustrations de spectateur, parce que moi, je suis fasciné par la mythologie des Men in Black, et quand j'ai vu le tas de merde qu'ils en ont fait, j'étais terrifié, quoi. Mais là, on s'occupe du 1, donc ça va. Ah non, mais même le 1. Ah non, parce que pour moi, c'est. Oh là fallait là pas en là faire là une là comédie. là là. Non, c'est pas une comédie, Men Dès in le Black. début, Normalement, ça c'est un dérape. film sur le FBI, sur la zone si, ils ont 51. fait une comédie. Enfin, Ah non, la base. non. Eh bien, retrouvez la réponse. C'était ma samedi grande à Lille. déception. Voilà, je Ce tenais à sera le dire, samedi. je suis pas du tout fan de Men in Black. Spoil pas Et hop. l'émission de Juliana et de ses comparses. Pour finir le tour de plateau, évidemment, Max est avec nous, Max de Allociné. Ouais. Et Max, tu vas revenir un petit peu sur Cannes encore une fois. Oui, on a l'impression que c'est à peu près le même running gag chaque semaine, mais c'est vraiment des infos nouvelles. Alors, hein, on est vraiment. en direct, hein, c'est pas une rediff. Oui, bien sûr, bientôt le printemps, j'ai envie de vous dire, c'est cool. Non, Cannes parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'informations supplémentaires. Ouais, exactement. On va en parler tout à l'heure dans les news. Et justement, je vous propose de commencer tout de suite par les news. Chaque semaine, donc, l'idée, c'est que tous les gens qui composent ce plateau viennent avec une petite news qui a fait l'actu ciné-série de leur semaine. Et on commence par toi, Johan, puisque tu vas Je nous pensais qu'on parler... allait commencer par Cannes. Pardon, on Eh commence par moi. non, Très bien, on commence très par toi. Très bien. Par une petite pépite SF, justement, Méconnu. qui va être adaptée en série. C'est Tout la à mode. fait. Alors déjà la pépite s'appelle Galaxy Quest. Il me semble que j'en avais Ah. déjà parlé. Ah, Le Voilà. mec vient de dire qu'il n'aimait pas les blagues dans la science-fiction. déjà. Et Première sans erreur. transition.
Non, j'attendais autre chose de Men in Black. Voilà, c'était juste ça. Bien entendu. Mais donc, Galaxy Quest, pépite SF méconnue, voire inconnue. J'ai l'impression qu'on est très peu de gens à connaître Galaxy Quest, finalement. Ouais, Et c'est dommage. C'est ce qu'on appelle, on a le côté surcoté, le film sous-coté par excellence, underrated. Pour vous donner un ordre d'idée, alors plutôt bien marché aux États-Unis et dans le monde, il y avait à peu près eu 90 millions de dollars de recettes. En France, 25 000 entrées. Ah oui. Donc ça vous situe le niveau de connaissance du film. Ensuite, évidemment, il a vécu pas mal par la location et par les vidéoclubs, les vidéoclubs. J'ai l'impression qu'en télé, il passe jamais. Moi, je l'ai vu en vidéo. En Je l'ai vu en vidéo, je l'avais pas vu en salle. Et en streaming, il n'était pas trop accessible jusqu'à dernièrement Paramount+, qui n'est pas non plus actuellement la plateforme la plus répandue en France. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un film assez méconnu. Le pitch, parce que vous voyez des images actuellement passées, est assez génial. Une équipe d'une série télé donc, qui est terminée, donc un petit peu has-been, et qui font des conventions chaque année auprès des fans et des geeks déguisés dans leurs costumes d'antan. Ils sont devenus beaucoup trop vieux, beaucoup trop gros pour tout ça. Donc c'est assez drôle. Et en fait, ils sont kidnappés par des vrais extraterrestres qui ont découvert leur série télé dans l'espace et pensent que ce sont des documents historiques. Et donc pour eux, ce sont des défenseurs de la galaxie. Et ils vont kidnapper ces gens-là pour pour les aider à se défendre contre un méchant envahisseur. Et donc, c'est comment des acteurs nuls et has-been se retrouvent plongés dans l'incroyable et dans un vrai vaisseau spatial. C'est-à-dire qu'eux qui avaient l'habitude jusque-là de piloter des commandes en carton se retrouvent avec l'Enterprise dans les mains. Et c'est un film qui est très étonnant par son ton, parce que c'est à la fois un super film de SF, une super comédie, et c'est à la fois un peu moqueur vis-à-vis des geeks et des conventions et tout ça, et en même temps hyper respectueux de l'esprit pop culture. Donc en fait, c'est une espèce de truc qui est sur le fil de tout et qui fait une vraie réussite. Et on l'a vu dans les images portées par un casting assez dingue. Tim Allen, Sigourney Weaver et Alan Rickman. Incroyable. Dans l'un de ses meilleurs rôles. On résume souvent Die Hard et Harry Potter, mais il y a aussi, il y a aussi je sais plus quel est son nom, le professeur, mais qui fait par le marteau de Graptar. Tu auras de vengeance. Le marteau de Graptar. Voilà. Le mec de Monk aussi. Et voilà, il y a Tony Shalhoub de Monk, il y a Sam Rockwell qu'on connaissait pas trop à l'époque. Et donc en fait, c'est un film assez génial. Dans le commentaire audio de Star Trek version 2009. J.J. Abrams, à un moment, parle d'une scène et elle fait cette scène-là, elle est inspirée de Galaxy Quest, qui, on est d'accord, est l'un des meilleurs films Star Trek. Et donc, ça vous montre à quel point le film a un statut de qualité. Alors, le film donc, a gagné ce statut au fur et à mesure des années. Il y a eu pas mal d'échanges sur est-ce qu'on fait une suite, est-ce qu'on fait un reboot, est-ce qu'on poursuit en tout cas cette aventure. Malheureusement, le décès de Alan Rickman y a mis un terme. Donc, on était en 2016. Et puis là, ça revient sur le devant de la scène. Donc ça, c'est plutôt cool, même si sans Alan Rickman, ça va être compliqué. Mais en fait, d'adapter ça en série. Alors, on ne sait pas si ce serait une suite, si ce serait un reboot. Mais en tout cas, de reprendre ce concept on sort les gens d'une fausse série et on les plonge dans le vrai monde qui a inspiré leur série. Et donc, en fait, ce serait du côté de Paramount+. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais moi, en tout cas, c'est une news qui m'a fait plaisir parce qu'elle va remettre cette histoire-là totalement inconnue sur le devant de la scène. Elle va peut-être inviter aussi des gens à aller découvrir le film original. Donc, je rappelle qu'il est sur Paramount+, et sinon en DVD, Blu-ray, VOD. On en parlait la semaine dernière avec Robocop notamment. Peut-être qu'on en reparlera dans l'anticipation, mais il y a des chances. Il y a des chances. Voilà, mais ça fait partie un peu de ces films qui peuvent être oubliés ou ringardisés ou autres, en tout cas qu'on connaît pas bien. Et en fait, de se dire peut-être que d'avoir un nouveau regard moderne aujourd'hui et puis d'en faire autre chose, ça peut aussi bien réinventer l'histoire et puis surtout amener à découvrir l'œuvre originale. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que j'avais noté ? 3 petites anecdotes rigolotes. La version originale était beaucoup plus sombre et beaucoup plus violente. C'était un vrai film de SF dark. Et en fait, en faisant les projections tests, ils se sont rendus compte que finalement, c'était les moments de comédie qui marchaient le mieux, le côté léger. Donc le film a été repensé vraiment comme une comédie. La deuxième, c'est que c'est un des tout premiers films à avoir eu son site officiel internet. L'histoire du cinéma. Donc ça, c'est rigolo. Il n'y en a plus trop aujourd'hui des sites de films, j'ai l'impression. Non, c'est plus ils créent des sites pour le teasing, pour le teasing, et puis ensuite ça se transforme en. Mais ils ont leur compte Twitter, leur compte Instagram. C'est devenu des comptes sociaux d'IP, quoi. Mais donc en tout cas à l'époque il y avait ce qu'on appelait des sites officiels de films. Et ça serait intéressant de répertorier les meilleurs sites officiels de films et de séries, parce que moi je me rappelle très très bien de celui de Lost par exemple, où tu avais les places de l'avion carrément où tu pouvais t'enregistrer comme si tu étais dans la compagnie, dans mon souvenir, et c'était vraiment. Il y avait des indices cachés aussi. Avec les numéros de siège et tout. Non, c'était très malin. Et là dans le cas présent, je crois que c'était un site qui avait été mal fait, comme s'il avait été fait par un fan. D'accord. Tu vois, ils avaient anticipé le bout du bout. Il y avait vraiment de la créativité. Et le dernier truc, parce que ça, l'anecdote est assez marrante, c'est que donc le film commence dans une convention
où donc on comprend que tous ils se retrouvent une fois par an et en fait ils s'aiment pas trop. Ouais. Enfin, en tout cas ils se perdent un peu de vue. Plus trop. Voilà, ils ont un regard complètement désespéré sur leur carrière et notamment le capitaine joué par Tim Allen qui est capitaine de l'équipe mais finalement pas trop aimé par son équipe. Et à un moment il va aux toilettes. Et il entend, donc il est dans la cabine, donc on le voit pas. Il y a des gens qui rentrent, ils font t'as vu les vieux ringards de Galaxy Quest. Et en plus, il paraît que le capitaine, tout le monde le déteste, machin. En fait, c'est une vraie anecdote qui est arrivée à William Shatner. Tim Allen qui a une petite ressemblance avec William Shatner en plus. Il est hyper bien casté parce qu'il a vraiment ce même genre de visage. Exactement. Et du coup, ça lui est vraiment arrivé un jour d'être dans une convention, d'être caché dans les toilettes et d'entendre des fans qui rentrent en disant t'as vu le vieux ringard de Shatner. En plus, tout le monde le déteste parmi ses partenaires. Donc voilà. Donc ça, en fait, il y a du vrai Star Trek qui. Est-ce que j'ai le temps d'une toute petite anecdote qui est exactement liée à ça? William Shatner a raconté cette anecdote plusieurs fois. Et il en a carrément sorti un album de musique qui s'appelle Has Been et dont le titre a été inspiré par ce moment compliqué. Mais l'album de William Shatner, Has Been, est absolument fantastique. William Shatner, on le rappelle, c'était le Captain Kirk original. Et aussi le visage, je crois, de Halloween, quelque part. De Michael Myers, C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas, en fait. C'est qu'il associe à Halloween plutôt qu'à Star Trek. Il y a un truc aussi, c'est que le monde a changé entre l'époque de Galaxy Quest, le film. Il a changé le monde. C'est vraiment, pour le coup, ce côté geek. Aujourd'hui, est au centre de toute la pop culture. Exactement. Alors il est arrivé à un moment, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas trop marché en France. Je pense que le même Galaxy Quest sortirait aujourd'hui, il y aurait peut-être un public, on va dire marvelien, mais comme Donjons et Dragons, ou Star Warsien, un peu plus habitué à ça. Mais il arrive un moment, c'est vrai que, moi je pense début années 2000. Il arrive avant. Il est sorti en quelle année exactement? En 2000. Il y avait un Comic-Con, mais on n'en avait pas entendu parler en France. Le Comic-Con était la menace fantôme et Matrice, quoi. C'est là que le basculement se fait, mais c'est juste avant la bascule avec le Seigneur des Anneaux. X-Men aussi. Le Seigneur des Anneaux, c'est juste avant, quoi. Mais c'est ça qui est génial, moi je trouve, dans Galaxy Quest, c'est que le monde finalement un peu de la pop culture, etc., a un peu changé parce que moins de séries axées space opéra, etc. Mais en même temps, je trouve que il est toujours le même. Ça s'est transformé aujourd'hui sur d'autres domaines, d'autres choses. Mais en fait, les conventions n'ont jamais été aussi, je pense, remplies. Oui, clairement. Et c'est ça qui est assez. Moi, je trouve que c'est un film assez tendre et assez touchant, Galaxy Quest, pour le coup, c'est que on a tous ces petits moments de vie de toute cette équipe qui en fait nous connecte à ces gens de la même manière que quand on voit. Enfin, moi, je sais que je suis toujours un peu émue quand je revois les vieux comédiens ou vieilles comédiennes qui font un peu toutes les conventions, qui viennent signer, qui viennent faire des photos avec les fans. Je trouve qu'il y a un petit côté quand même assez touchant, quoi. Et Galaxy Quest s'engouffre un peu là-dedans et arrive à donner quelque chose de très humain. Pour un film sur les extraterrestres, c'est assez. Exactement. Et jamais moqueur. C'est vachement dur à. C'est plutôt tendre, en fait. Galaxy Quest, donc, qui va débarquer en série. Donc, on n'a pas encore ni d'infos. On sait que Paramount Plus et on n'en sait pas plus. C'est juste vraiment la première info. Et du coup, revoyez-le. Ou voyez-le. Ça serait bien qu'il. Enfin, moi, si j'étais eux, je ferais vraiment genre avec un reboot qui a été fait, avec l'ancien cast qui reviendrait faire des clins d'œil, mais qui serait pas au centre. Un truc un peu méta. Vu qu'il y a eu ça avec Star Trek, c'est le meilleur moment pour le faire. Max, ça va être à toi. Avec un sujet dont Yes, vous n'avez pas entendu, exactement, vous n'avez pas entendu parler pendant au moins 3 semaines. Donc le 76e festival de Cannes. Donc ça change pas. C'est toujours du 16 au 27 mai. C'est fou parce que la semaine dernière, c'est exactement la même situation. On était à côté. On parlait des mêmes choses. Pareil. C'est peut-être le seul truc qui va vous. Un peu le jour de la marmotte. On parle pas des mêmes infos exactement. Donc on a notamment eu l'affiche de ce 76e festival de Cannes qui organise la rencontre entre Catherine Deneuve et la typo de Matrix, ce qui est quand même assez inattendu. Donc Catherine Deneuve qui fêtera ses 80 ans cette année, c'est pour ça que donc, cette icône du cinéma français est mise en avant sur cette affiche qui reprend une photo d'un film de 1968 qui s'appelle La Chamade, qui est quand même assez peu connu, qui n'était même pas passé par Cannes d'ailleurs. Et la semaine dernière, autre preuve que vraiment, c'est pas la même news. Je vous disais que la sélection était à peu près à 90% complète, puisqu'il y a toujours des ajouts. On espère que cette fois-ci, c'est bon, parce qu'il y a eu une petite pelletée d'ajouts, notamment le film sur l'abbé Pierre, avec Benjamin Laverne, qui sortira en fin d'année. On a eu un thriller de Robert Rodriguez qui s'appelle Hypnotique, avec Ben Affleck, qui lui sortira au mois d'août. En compétition ? En séance de minuit. D'accord. Ce qui peut être assez cool. On dirait un film sur le Docteur Octopus, un peu. Ouais, c'est vrai. On dirait un film sur Domino Day. J'ai pris cette affiche-là pour qu'on voit Ben Affleck, mais l'affiche américaine originale, l'affiche teaser, en fait, il n'y a pas Ben Affleck, c'est juste le Domino Day. D'accord. Parce qu'apparemment, c'est une histoire d'enquête et de braquage de banque, en fait, avec des gens qui peuvent manipuler la réalité. Peut-être un petit côté Inception par Robert Rodriguez. C'est Robert Rodriguez, tu dis ?
Oui, mais pas dans Star Wars. J'espère qu'il n'y aura pas de poursuite dans la forêt. Dans un garage, dans le sien. Y aura-t-il des engins de type moto? On ne sait pas. Comme c'est hors de Star Wars et que c'est pas du Spy Kids, je me dis, il y en a un petit espoir. Et on a eu aussi donc le film de clôture qui s'appelle La dernière séance à Cannes et qui sera Élémentaire. Le grand retour de Pixar à Cannes 8 ans après Vice Versa. Donc il y a un petit quart de ressemblance. Ouais, une petite ressemblance. Là, ça c'est l'histoire d'amitié entre une flamme et un personnage composé d'eau dans la ville d'Element City où, au début de l'histoire, les éléments cohabitent en harmonie. Donc c'est un film qui sortira ensuite le 21 juin dans les salles françaises. Et ce qu'on a appris, en plus de l'annonce de sa présence à Cannes, c'est que les voix françaises seront celles de Adèle Exarchopoulos et de Vincent Lacoste, avec un timing assez rigolo par rapport au débat qu'on a eu la semaine dernière avec Pierre Tétier sur les Star Talent dans la version française. Apparemment, ce ne sera pas le cas de Élémentaire qui sortira quelques semaines après sa présentation au Festival de Cannes. Il y a une autre ressemblance dans ce film, franchement, moi qui m'a tapé dans l'œil suite à la bande-annonce. Ouais. Vous avez vu le château ambulant? Oui, bien sûr. Vraiment du calcifère dans le Peuple du Feu, là. Clairement. Et un peu Jour-Nuit aussi. Le court-métrage Pixar. Oui, qui était un peu aussi basé sur le... Et même Monstres et compagnie, qui était vraiment tout un univers qui ressemblait au nôtre, mais avec des codes différents. Et après, c'est ce qu'ils faisaient très bien à leur début, Pixar aussi. Donc j'espère qu'on va renouer avec quelque chose comme ça. Même la ville, moi, je trouve ça me fait beaucoup penser à Zootopie de chez Disney. Moi, pour ajouter juste à cette news, j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'a priori, il y allait peut-être avoir encore un ajout avec le Robin Campillo, mais que c'était pas. Oui, que selon sa date de sortie. L'une des possibilités, c'est le réalisateur de 120 battements par minute, donc qui a été l'un des grands favoris pour la Palme d'Or en 2017, l'année où Pedro Almodovar était président et qui finalement ne l'a pas eu. Et on a appris aujourd'hui que le film son nouveau film sortait le 31 mai, donc vraiment juste après Cannes. Ouais. Et en général, un film avec ce potentiel à une date comme celle-ci, c'est que sachant qu'il ne fera pas les festivals de la rentrée, vu qu'il va sortir trop tôt. Exactement. Finalement, ça serait calme. On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore un film de plus, sachant qu'on est à une petite centaine de films pour l'instant. Donc, mais du coup, étrange d'annoncer d'abord la sortie du film avant la sélection. C'est ça qui est un peu questionnable. Parfois, mais beaucoup plus en amont. Et là, on comprend que le film se positionne clairement pour Cannes. Ouais. J'ai presque envie de te donner rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que non, parce que si c'est pour un seul film, ça passera dans les news en bref. Alors, par contre, il y a eu un changement par rapport à ce que tu nous as dit. Ouais, un changement de l'ordre d'une petite demi-heure. C'est que la semaine dernière, on parlait donc du film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, en disant qu'il durerait 3h54. Et j'avais fait une demi-heure importante en fait. Alors, ça peut être une demi-heure qui peut tout changer dans un festival, clairement. Et tu disais? J'avais fait ouf. Exactement. Est-ce que tu vas faire ouf en sachant que finalement, il ne durera que 3h26? Ça passe la barre des 3h30. Ça fait, franchement, psychologiquement, il y a un truc. Ouais, dans un festival, tu as le temps de manger, de dormir, de boire un café, d'écrire une news. D'écrire une news. Alors, après, avec le niveau de fatigue, ça dépend. Mais voilà, en fait, c'est un peu différent de ce qu'on avait annoncé, même si ça restera un film très long. Ça reste le plus long d'ailleurs ou pas? Alors, du coup, non. Le plus long pour l'instant, c'est un documentaire qui dure 3h32, qui est présenté en compétition, qui est par un réalisateur chinois. Ok. Voilà. On n'est pas très loin quand même. Non, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Et alors, pour finir, tu voulais répondre à un de nos viewers. Exactement, c'est donc certain JP Neville sur YouTube, donc j'espère qu'il nous regarde puisqu'on va répondre à sa question. En fait, il nous disait... On a trouvé où t'habites. Exactement. Ce soir, ton salon a l'air magnifique. Donc, il nous disait Cannes va diffuser un pilote de série HBO, en l'occurrence The Idol avec Lily Rose Depp et The Weeknd, mais Cannes refuse les films Netflix sous prétexte que ça ne sort pas en salle. Quelle est la logique? Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est que effectivement, les films Netflix ne passent plus à Cannes depuis 2017. 2017, c'est l'année de 120 battements par minute justement. Et la seule année à ce jour où il y a eu des films Netflix en compétition, il y avait notamment eu Okja de Bong Joon-ho, et ça avait créé un vrai tollé qui avait été beaucoup poussé par les exploitants de salles qui disaient en fait, pourquoi les films en compétition ne pourraient pas sortir en salle? Parce que, en gros, pour résumer... ne pas sortir en salle, tu veux dire? Pour ne pas sortir en salle, exactement, c'est bien mieux dit comme ça. Non, mais c'est... totalement. Mais c'est en fait parce que, pour résumer, en fait, la Palme d'Or, le fait qu'un film ait la Palme d'Or, ça a quand même un petit impact sur les entrées en salle, et forcément, les exploitants comptent beaucoup dessus. Donc, la possibilité de savoir que, potentiellement, la Palme d'Or ne sortirait pas en salle, ça a vraiment créé une polémique, ce qui fait que, depuis, il a été décrété que tout film en compétition devait sortir en salle. Même si, au début de la sélection, il n'a pas encore de distributeur ou de date, il faut qu'il finisse par sortir en salle. Ça explique notamment que le film de Scorsese, lui, soit annoncé pour le 18 octobre et que Thierry Frémaux ait tenté de l'avoir en compétition.
Et Roma, on nous demande sur le chat, il n'y avait pas eu un... Alors Roma, j'avais vu l'info par Thierry Frémaux lui-même au cours d'un déjeuner avec la presse. Non mais voilà exactement. En fait, en tête à tête. C'était après, il avait dit que Roma, il l'avait sélectionné en compétition, mais que Alfonso Cuarón après lui a dit que le film venait d'être acheté par Netflix et dans ce cas-là, ils ont dû refuser de l'avoir. L'une des possibilités pour l'instant, c'est qu'un film Netflix soit présenté hors compétition, mais là, c'est Netflix qui refuse. Donc en fait les films Netflix, c'est pas tant le festival qui refuse les films Netflix, c'est que pour l'instant, en compétition, il faut que le film sorte en salle en France, qui, connaissant la chronologie des médias, est compliqué, puisque si jamais un film de Netflix sort en salle, il faut qu'il attende automatiquement 15 mois pour être sur la plateforme en France, ce qui, économiquement parlant, n'a pas beaucoup d'intérêt pour Netflix. Et pour en revenir à nos moutons de 2023, pour le coup, The Idol, donc pilote de série HBO, n'est pas en compétition, il me semble. C'est hors compétition. C'est hors compétition. Et au-delà de ça, même si Thierry Frémaux, pendant la conférence de presse, l'a annoncé comme un film qui serait peut-être un jour une série, etc., il est quand même plutôt acquis que c'est un pilote de série HBO. Et au-delà de ça, il y a pas mal, ça commence pas mal à se faire dans les festivals de cinéma. La Berlinale a créé une sélection, par exemple, spécifique pour les séries pendant le festival de cinéma. Donc je suis pas sûre que Cannes franchissent le pas, vu qu'il y a aussi Cannes Série, vu qu'il y a Série Mania et qu'on est quand même assez fourni en festival de séries télé en France. Prestigieux en plus. Assez prestigieux et pour le coup très internationaux aussi. Je pense que c'est pour ça que là c'est un peu... Moi j'ai la sensation qu'en tout cas on voulait mettre un truc un peu couleur compétition. On a récupéré ce projet qui va faire parler un petit peu et qui va... Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu... sur les prix ou sur la sélection de ce projet-là, quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que sur ce festival-là, tu as le père et la fille qui sont dans deux projets polémiques. Exactement. Un au début, un vers la fin. On vient vraiment foutre la merde. Ouais, en plus, Thierry Frémaux a dit que c'était aussi l'occasion d'organiser une grosse fête autour de The Idol, donc c'est aussi pour cette raison qu'ils l'ont fait. Mais c'est vrai que la logique, en fait, sur les... Déjà la thématique du film. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que la logique, pensant sur les séries à Cannes, c'est souvent le nom de la personne qui chapeaute la série, parce qu'il y avait des épisodes de Twin Peaks saison 3, des épisodes de Top of the Lake de Jane Campion, des épisodes d'une série de Nicolas Winding Refn. On sait plus à travers ce prisme en fait qu'une série est invitée à Cannes. Et donc hors compétition à chaque fois. Merci beaucoup pour ces précisions. À la semaine prochaine pour les prochaines aventures. Non, juste avant, redis-nous les dates du festival, s'il te plaît. Oui, donc ça commence le mardi 16 mai avec la présentation de Jeanne Dubarry de Maïwenn qui sortira en même temps dans les salles françaises avec une retransmission de la cérémonie d'ouverture. Et ça finit le samedi 27 mai avec la cérémonie du palmarès et la remise de la Palme d'Or. Tout pile, on pourra en parler dans la dernière émission de la chaîne. Exactement. On remettra nous-mêmes nos prix. Alors, on pourra le débrief. C'est au moins ça de prix. Juliana, je me tourne vers toi. Oui, une petite news. Vous allez voir, ce n'est pas très épais, mais c'est plus visuel que textuel. Moi, j'étais très contente de découvrir ces nouvelles images du prochain Mission Impossible. Mais évidemment. T'es tellement au tournant. Alors, je ne sais pas si on peut nous les montrer. Voilà, alors là, effectivement, ce n'est pas Tom Cruise qui essaie de contrôler des raptors. Non, comme le l'a dit Paul. C'est Tom Cruise qui a raté un créneau et qui dit attendez. Tom Cruise avec Hayley Atwell derrière lui. On a. Alors moi, je m'arrête un peu sur cette coupe de cheveux. Ça, c'est Vanessa Kirby avec lui. Oui, moi, je trouve qu'il y a un truc assez différent de d'habitude. C'est plus propre. Il a une tête de petit garçon. Oui, ça lui donne une. Alors, je dirais que c'est la rentrée des classes. C'est un peu ça. Et est-ce que c'est pas la rentrée des classes? Parce que finalement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Mission Impossible. Ça fait 5 ans. 5 ans, c'est énorme. On a eu le Covid au milieu. On a eu plein de choses qui se sont passées. On a eu des vidéos. En même temps, donc en plus, effectivement, donc il y en a deux en même temps. On a eu des vidéos filmées de promo dans des petits avions où Christopher McQuarrie, le réalisateur, est carrément derrière Tom en train de le filmer. Il est blême en plus. On a vraiment, je pense qu'on peut s'attendre encore à du très 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 grand spectacle, sans mentir. Il y a quelques images de tournage qui ont commencé à fuiter à droite à gauche. Il était question de train, de toit de train, etc. Donc moi j'ai vraiment extrêmement hâte de me rendre en salle en juillet de cette année pour voir Mission Impossible 7. Il se murmurerait que Mission Impossible 8 soit le dernier Mission Impossible prévu. Mensonge, rumeur, légende, à vous de choisir. Est-ce un complot aussi finalement organisé par les gens contre Tom Cruise ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, si c'est le dernier et qu'ils vont pas tourner dans l'espace, je me considérerais comme spoilé d'un truc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire privé vraiment de. Le mec qui s'accroche à un avion au décollage, normalement l'étape suivante c'est l'espace. C'est la fusée quoi. Il se passe où ce Mission Impossible là ?
Alors à Venise notamment. Ça, j'allais dire, on dirait l'Italie, j'allais dire peut-être Florence. Non, c'est Venise, et ça, c'est le Palais des Doges. Ça a l'air d'être la place Saint-Marc, non? Ouais. Ils ont tourné aussi. Regardez-moi ces petits c'est un géoguesseur qui ils ont tourné à Abu Dhabi aussi. Rebecca Ferguson, incroyable. Pardon, je ils ont tourné sur le toit, je crois, d'un train et peut-être à bord de l'Orient Express aussi. Mais c'est vrai que c'est un film qui est assez secret. Et on sait que la grosse cascade de Tom Cruise là, qui se jette à moto du haut d'une falaise a été tournée en Norvège, mais on ne sait pas si ça va se passer vraiment en Norvège. C'est juste que le lieu était adéquat. Une bande-annonce est déjà sortie. Il est quasiment un an d'ailleurs. Et surtout, vu qu'ils en ont fait des caisses sur le saut à moto, ça se trouve, c'est peut-être mineur par rapport à ce qu'il va faire d'autre dans le film. En fait, c'est souvent ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la promo de Mission Impossible 5, quand Tom Cruise était accroché à un avion qui décollait. En fait, c'était la scène d'ouverture du film. Et à chaque fois, même la chute libre dans Fallout, c'était assez vite dans le film. Et ce qui explique Christopher McQuarrie, c'est que en fait, il préfère laisser passer le morceau de bravoure assez vite pour se concentrer après sur l'intrigue et sur d'autres trucs. Donc il y a peut-être ce qui est plutôt malin de sa part pour le coup. C'est James Bond qui avait commencé à faire ça aussi. À chaque fois, tu avais la séquence d'intro et puis on rentrait dans le film avec le générique. GoldenEye. Après. Le barrage. Exactement. Mais en tout cas, le gars chargé de ramasser les motos. Il a fait 150 fois. Il y a quand même un gars qui est chargé de récupération moto. Quand en plus le mec a dit encore une fois, non là parce que les motos. En tout cas, gros enjeu aussi sur les attentes concernant les chiffres du box-office. Est-ce que ces chiffres dépasseront peut-être un Top Gun Maverick? Est-ce que je ne sais pas. C'était son plus gros succès à Tom Cruise, c'était dans les 800 millions. Donc maintenant, il y a un truc à faire. Suspense. Merci beaucoup, Juliana, pour ces premiers clichés. Ou 4. C'est quand? C'est mi-juillet, début juillet? C'est juillet. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Je me tourne vers toi, Joe. Oui, moi aussi, ça va être une petite news sympatoche. Petite news. C'est horrible. Sur Scream, en l'occurrence. Exactement. Et une petite news un peu décorrélée du cinéma à proprement parler, mais Scream, qui, cela dit, débarque aujourd'hui sur Paramount en streaming aux US et au Canada, le 6e épisode, donc, va être adapté en jeu de plateau collaboratif, qui va se jouer de 6 à 8 joueurs. Et ça a l'air vraiment très très chouette parce que en gros on joue un groupe d'adolescents qui habitent à Woodsboro, qui sont poursuivis par Ghostface, et ce qui va être intéressant avec ce jeu qui se présente sur des parties courtes d'une vingtaine de minutes durant lequel on doit collaborer donc pour survivre aux assauts du tueur en série. Il va y avoir une application téléchargeable avec le jeu qui va se lier à votre téléphone, et en gros vous allez être appelé par Ghostface pendant vos parties. Ah, c'est marrant ça. C'est jamais. Qui peut vous je ne le ferai pas. vous targeter, d'autant plus que en mode avion. Alors, j'ai oublié son nom évidemment comme un gros idiot, mais c'est la voix officielle américaine de Ghostface qui va jouer le rôle, qui va reprendre son rôle de Ghostface dans ce jeu de société qui va sortir, édité par Funko. Donc vous savez, Funko qui font les figurines pop. Extrêmement. Roger Jackson, merci beaucoup à la régie pour reprendre son rôle. Donc, et oui, c'est Funko qui vient de racheter une marque qui s'appelle Mondo aux États-Unis, qui produit déjà des jeux de société, énormément de vinyles. Beaucoup de vinyles. D'ailleurs, ce rachat a fait pas mal parler parce que Mondo était vraiment une entreprise qui avait un petit peu pignon sur rue et surtout une énorme crédibilité auprès des fans pointus, et que Funko, très très grosse entreprise qui a les Funko Pop, qui fait la mainmise sur Mondo, forcément ça fait un petit peu grincer les dents, particulièrement des artistes, collaboratrices et collaborateurs de longue date de Mondo. Et d'ailleurs, il y a eu des départs, et il y a aussi des artistes qui ont décidé de ne plus forcément collaborer avec Mondo suite à ces départs, et de suivre les gens qui étaient partis plutôt que... Néanmoins, peu étonnant de voir que Funko récupère également la division jeux de société de Mondo, et les premières images qu'on voit de ce jeu de société Scream, qui est donc prévu pour une sortie en 2023, ont l'air assez fun. Et moi, rien que le petit gimmick de se faire appeler par Ghostface pendant la partie pour nous faire savoir qu'on est la prochaine target, je trouve ça fantastique. Ce qui veut dire que c'est pas comme dans un loup-garou où un des joueurs est le tueur et le dit pas aux autres. Alors d'après tout ce que j'ai lu, toutes les informations qu'on a sur le jeu pour le moment, j'ai l'impression que non. C'est vraiment le tueur est joué par le jeu. Par le jeu, ok, d'accord. What could go wrong? On ne sait pas. Mais Funko, ils avaient fait aussi un jeu fenêtre sur cour qui est vachement bien déjà. Donc je me dis, il y a peut-être un... Enfin là, ça a l'air vachement bien en plus, la façon dont t'en parles et le concept. Donc sur les jeux de société, ils ont un petit truc qui démarre plutôt bien. De toute façon, il y a une vraie... c'est un peu d'ailleurs Mondo qui a fait partie des fers de lance un peu de ça, mais des jeux de société adaptés de franchises qu'on adore. Il y a eu un jeu The Thing qui se passe pareil comme le film en sorte de huis clos, où là, en l'occurrence,
le virus se transmet de joueuse en joueur et il faut déterminer qui est la créature, mais également Jurassic Park. Il y a un jeu de Jaws qui est incroyable, où il y a toute une première partie qui se déroule dans Amity, et la deuxième partie du jeu où on est sur le bateau. Le bateau est en plusieurs pièces comme un puzzle, et plus le requin avance dans la partie, parce que le requin est joué par un des joueurs, plus le bateau devient minuscule, et il faut survivre. Donc c'est vraiment c'est un concept qui commence à faire ses preuves. Bonnes idées, ouais. Et sur Scream, je trouve que c'est une franchise qui s'adapte vraiment très très bien à ce genre de petites parties. Ça va être un jeu d'apéro, quoi, comme on les appelle. Mais j'ai hâte de tester ça. Ça sort quand ? Ça sort alors en 2023. Ok. A priori, ça va être je pense pour la rentrée de. J'ai des anniversaires, vous comprenez, des cadeaux à faire. Il faut tenir un agenda précis. Je pense à mes copines, fans de Scream. C'est marrant, tu joues à ce jeu et après t'appelles ton pote en anonyme. Tu sais. Oui. Pendant la partie. Quel est ton jeu de société préféré ? Merci Joe pour Atmosphère. Je ne rajeunis pas. Merci Joe pour ce petit coup de projo sur l'adaptation donc, de Scream en jeu de société. Ouais. À tous nos amis fans de jeux de société et les autres. Dans le reste de l'actu, on vous a sélectionné quelques news. Notamment une qui n'est pas encore officielle, mais qui a tendance à se préciser, c'est que notre ami Adam Driver devrait, en tout cas rumeur très insistante, va gagner en souplesse puisqu'il va intégrer le MCU peut-être dans le rôle de Monsieur Fantastique. Reed Richards. Exactement, donc ce serait lui qui serait envisagé donc, pour être le vrai Mister Fantastic, puisqu'on a eu la version de John Krasinski qui était attendue et souhaitée par les fans dans Doctor Strange 2. Ouais. Qui n'est plus en très bon état, si je me souviens bien. Ouais. Non, c'est mal on fini. l'appelle Ficello depuis. Ouais. Du coup, pour moi, c'est trop peu parce que moi c'était aussi mon cast de rêve. Il n'a pas accepté juste pour dire comme ça on fait plaisir aux fans genre 3 minutes et après laissez-moi. Mais après le truc c'est que la rumeur sur Adam Driver en fait elle vient de 2 insiders. Notamment de Daniel Richtman, qui est souvent fiable quand même. Alors non, moi je l'ai vu se faire monter en l'air quand même par James Gunn et par la réalisatrice de Birds of Prey sur Twitter pour des fausses infos qu'il avait partagées. Donc je me méfie quand même de ce mec-là et de Jeff Snyder, l'autre Scooper, qui sont pas forcément les mecs les plus fiables de Hollywood. Après, de toute façon, le film est prévu pour 2025. Oui, ils ont le temps. Donc, ce sera intéressant, cela dit. Il a le temps de dire oui s'il ne l'a pas déjà accepté. Tu vois, ou de dire oui, puis de dire non. Et là, on vient de commencer à peine le début de la 5. Par contre, ce qu'on sait et qui est vraiment sûr, c'est que donc, le film sera créé par Matt Shakam, qui est donc le monsieur derrière WandaVision. C'est cool. La série WandaVision, ouais. Mais après, moi, je trouve ça pas inintéressant si ça se confirme le choix d'Adam Driver, parce que, hormis ses qualités d'acteur, il y a vraiment un physique très anguleux et très... parfois presque dans la désarticulation, qui, je trouve, se prête très bien à ce personnage qui, donc... bénéficie du super pouvoir de l'élasticité. Et donc, je trouve que il peut apporter vraiment quelque chose d'intéressant en plus à ce rôle. Voilà, s'il tentait qu'on puisse attendre encore quoi que ce soit du MCU, n'est-ce pas ? Mais voilà, je suis pas... C'est un autre débat. Je trouve qu'il y a un autre débat. Mais d'autant plus que pour le coup, les 4 Fantastiques, c'est vraiment iconique aux USA. En France, c'est le truc qui Avengers, X-Men a plus de résonance, mais à la base, aux USA, c'est quand même d'abord les Fantastiques. C'est en tout cas historiquement parlant, en termes de publication, oui, ils sont arrivés avant. Mais surtout, pour moi, les 4 Fantastiques, c'est à chaque fois l'occasion manquée de l'adaptation réussie. Et si on pouvait enfin avoir effectivement une adaptation qui rende justice à ces personnages qui sont trop souvent justement en Europe catalogués comme des super-héros un peu ringards, alors qu'il y a vraiment des thématiques, des choses hyper intéressantes à développer avec cette famille de super-héros. C'est quand même l'inspiration principale des Indestructibles, par exemple, les 4 Fantastiques. Donc quand on voit ce que certains cinéastes ont été capables d'en faire en n'appelant pas ça les 4 Fantastiques, mais en s'inspirant de toute la bibliographie, de tout l'univers autour des 4 Fantastiques, ce serait chouette de vraiment enfin avoir un film à la hauteur de ces personnages.
C'est vrai que The Incredibles, en VO, on n'est pas loin. Tout va dépendre du ton en fait qui va être choisi par Marvel. C'est-à-dire que les 2 premières adaptations étaient très familiales, grand public, à un moment où Marvel n'était pas encore filmé aujourd'hui. Il y a l'espèce de purge de 2015 qui était quasiment noir, marron, gris. On voyait même pas ce qui se passait. C'était tellement même dans le ton. C'est la fin. C'était tellement sérieux qui a été bouffé de l'intérieur par des. J'aimerais tellement voir un documentaire sur le making-of de ce film parce que ça doit être assez passionnant. Et du coup, le ton choisi va dicter aussi le casting. Sachant que c'est vrai que tu disais que le MCU, comme maintenant tout est à peu près uniformisé, il faut voir s'ils arrivent à trouver quelque chose qui à la fois rentre dans l'univers et en même temps leur permet de se démarquer. Et comme tu disais, de rendre justice au côté familial de l'équipe. Complètement. Autre news, cette fois, on va prendre un petit peu de hauteur, puisque je vais vous parler de Godzilla vs Kong 2. Ah oui, le combat continue. Un premier teaser. Je rappelle, le premier affrontement, c'était il y a 2 ans à peu près. Et donc là, on a quelques images qui s'affichent sous vos yeux. Donc le nouveau film qui verra s'affronter 2 mastodontes est prévu pour le 13 mars 2024. Et a priori, ils vont affronter le roi Louis, donc. Je crois une fois que j'y ai vraiment cru. Mais c'est pas genre. Ah oui, c'est ça, c'est vrai comme c'est Godzilla X Kong. En fait, en gros, ils vont s'associer contre une autre menace. Ce qui était déjà le cas dans le précédent. Ce qui est souvent le cas de Batman v Superman, ça durait pas longtemps le combat. On devrait en tout cas en apprendre plus sur les origines de ces créatures et lever le voile donc de Skull Island, qui est l'île sur laquelle on a trouvé King Kong. Nouveau film donc, du Monsterverse, et il commence à en avoir pas mal. Alors, il y a Godzilla, Kong, Skull Island, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. C'est vrai que je les ai un peu tous mélangés, et je crois qu'il y en a que j'ai pas vu. Moi, j'aime bien le Kong Skull Island, celui qui c'est dans les années 70. C'est celui-là Il y avait un vrai style. Exactement, ouais. Celui-là, j'aime bien. Il est très très fun. J'ai trouvé ça cool aussi. Avec Tom Hiddleston. C'est la première fois que j'avais tenté une séance en 4DX. J'étais secoué. Moi, j'ai eu une vraie affection pour le premier Godzilla de Gareth Evans, qui est un film que je revois encore avec plaisir, même si il y a des scories, mais je trouvais que c'était pas inintéressant sa relecture du truc. Oui, de belles images et de belles scènes aussi. Il y a une cinématographie. Il y a des vrais moments de sidération que j'ai pas retrouvé dans les films suivants. Ouais, le premier, il avait un côté parfois un peu intimiste. Il est vachement filmé. En fait, les personnages sont pas intéressants, mais c'est filmé à leur hauteur. Et du coup, tu te rends compte du gigantisme de Godzilla. Moi, j'ai plus un souvenir sur les décors, sur tout l'abandon de la zone et tout ça, la végétation. C'est ça qui m'avait vachement marqué. Esthétiquement, ils étaient parvenus à faire quelque chose qui était assez abouti et assez beau. J'avais trouvé ça chouette. Mais tout l'enjeu, en tout cas, parce que moi je me souviens du dernier, c'était celui avec Millie Bobby Brown, c'est ça Oui. Elle apparaissait dans 2 épisodes, mais dans le dernier. Attends, elle apparaissait dans le 2, c'est sûr. Oui, peut-être dans le suivant. Tu vois, en fait, on les mélange parce qu'en fait, c'est un truc où les humains n'ont aucune importance. Et en fait, tout l'enjeu de ces films-là, c'est quand même de réussir les humains parce qu'en fait, sinon, de voir des bestioles en CGI se taper dessus. C'est sympa dans une vidéo de 15 secondes, mais en fait, sur 2 heures, c'est un peu long, quoi. Donc, en fait, la vraie difficulté, c'est de faire un univers et surtout une narration pour juste que les humains soient pas juste là pour se faire écraser ou se faire bouffer. Et jusque-là, ils n'ont pas trop réussi dans leur Monsterverse. Joe? Moi, j'ajouterais juste que pour les personnes qui veulent voir un chef-d'œuvre qui porte le nom Godzilla, il y a enfin Shin Godzilla, le dernier épisode en date made in Japon, qui n'avait pas eu les grâces d'une sortie ciné en France et qui est enfin annoncé officiellement par Spectrum Film pour une sortie en DVD et Blu-ray pour Noël. Et si jamais vous n'avez pas vu Shin Godzilla, c'est véritablement un film, que, en tout cas personnellement, j'ai trouvé assez éblouissant et qui vraiment se sert du personnage et de l'univers de Godzilla pour tenir un propos assez inédit dans la franchise. Et le fait de savoir qu'il va enfin être accessible au public français autrement que en téléchargement illégal et tout ça, et qu'on va pouvoir le voir dans des conditions, même si c'est pas la salle, des conditions confortables de visionnage, ça me réjouit énormément. Donc ça va sortir chez Spectrum Film. Eh bien, merci pour la précision. On va faire un petit coup de zoom comme ça, pour aller jusqu'en Angleterre où nous attend le prochain Doctor Who. Il y a des images de Ncuti Gatwa que vous connaissez peut-être si vous avez regardé Sex Education, qui donc enfile le costume du Docteur. Il sera le 15e Docteur et donc succède à David Tennant qui fera son retour en Docteur et à la suite donc de Jodie Whittaker.
Max, toi, je crois que tu es à jour sur ou quasiment. Je suis totalement à jour sur Doctor Who, ouais. Enfin, sur la version reboot, donc entre 2002 et 2005. Qu'est-ce qu'on en pense justement là dans le costume? Il y a quand même pas mal de charisme. Ouais, bah, je sais pas si c'est comme en fait comme il voyage dans le temps. Souvent en fait il s'habille selon l'époque dans laquelle il atterrit. Est-ce que justement il va être tout le temps comme ça ou est-ce que c'est un épisode qui va se passer dans les années 60, 70 où il va être habillé comme ça? Là il a un flow quand même assez. Ah ouais, clairement. Mais de toute façon quand il avait été choisi. On s'était dit, bah oui, déjà, c'est un super choix. La photo nous confirme qu'ils se sont pas plantés. Et puis en plus, c'est le retour du showrunner qui avait relancé la série en 2005. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire revenir aussi le compositeur de ces saisons-là. Bon, voilà, et en fait, comme c'est Disney+ qui a acquis les droits, bah, ils auront beaucoup plus de budget. Alors, j'espère qu'ils vont pas foutre des scènes post-génériques, mais ils auront plus de budget et peut-être plus de guests potentiels. Petite précision justement, puisque 3 épisodes spéciaux sortiront au mois de novembre, à l'occasion des 60 ans donc, de la série. Ouais. Et donc ça. Avec Tennant. Ouais. Ah oui, pas des épisodes spéciaux qui vont intégrer cette nouvelle version. Bah, peut-être que ce serait l'occasion. Un passage de relais, tu penses? Ouais, ça va être la transition entre David Tennant et ce nouvel acteur. Mais après, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que s'ils montrent des photos dès maintenant, c'est que bon, la série est en tournage évidemment, mais peut-être que les deux vont se croiser parce qu'on n'est plus à un paradoxe temporel près dans la série. Donc, non, dès qu'on voyage dans le temps en général. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le mec change d'apparence à chaque fois qu'il meurt, donc il se régénère, ce qui permet de changer d'acteur. Sauf que là, c'est la première fois qu'un ancien acteur reprend le rôle, en l'occurrence David Tennant. Donc peut-être que ça va créer quelque chose qui va permettre d'apporter du neuf dans la série. Autre news, je vais parler à l'enfant qui est en vous. Ah oui. Oh. Oui, bonjour. Puisque les Tiny Toons reviennent mais trop bien. et vont partir à l'université. On a quelques images. Ils ont grandi, ils grandissent tellement vite. Alors, c'est les 100 ans de Warner. Et à cette occasion, les Tiny Toons vont passer un cap. Puisqu'ils vont partir à l'université, ni plus ni moins. Donc on parlait de Monster Academy tout à l'heure. Il y a quelque chose un petit peu de ça. Donc il y a un teaser où on peut break des Tiny Toons. Ouais, directement. Je pensais à 22 Jump Street, mais avec les Tiny Toons, c'est trop bien. Babs, Buster, la mémé aussi. Donc il y aura 2 saisons de commandées sur Cartoon Network et sur Max, donc HBO Max. Donc sur Prime en France, c'est cool ça. Ouais. Et du coup produit par Steven Spielberg. Eh bien, c'est qui avait déjà reproduit les Animaniacs, le remake, et c'était bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça vous parle? C'est votre génération, Tiny Toons? Ouais. Alors moi, c'est complètement ma génération. En revanche, contrairement à Juliana, j'avais pas été totalement convaincu par le reboot des Animaniacs. Enfin, la suite, donc, qui m'avait énormément hypé sur les teasers et assez inégal un peu selon inégal. Les épisodes. Donc j'espère que ce sera plus tenu. Mais en revanche, je ne peux pas bouder mon plaisir de revoir les personnages des Tiny Toons avec lesquels j'ai grandi. C'est cool, quoi. Non, incroyable. Moi, j'ai tellement joué à la Super Nintendo. Très, très bon. Je l'avais sur Mega Drive. Mais trop bien, quoi. Non, puis ce qui est cool, c'est que contrairement aux suites tardives avec des actrices ou des acteurs vieillissants, ou parfois, là au moins c'est cool, c'est un dessin animé, donc on s'en fout que ce soit une suite tardive, ils ont la même tête qu'à l'époque. Et puis regardez DuckTales, en vrai, DuckTales, la nouvelle version, elle est incroyable aussi. Donc, pardon, j'ai pas entendu. DuckTales, la bande à Picsou. Donc, incroyable. Il y a aussi de bonnes surprises sur les rénovations. Il y a des jolis coups de polish, parfois. Après, on a 2 petits cadeaux. Il y en a un qu'on va se regarder en full avec des sous-titres, etc. Ah, je sais. C'est celui de The Witcher 3, la saison 3, qui vient de débarquer, qui vient de tomber, c'est tout frais. Mais juste avant, on peut en parler pendant que les images tournent. Les premières images de Equalizer 3. Tiens, en parlant de... Le dernier film, apparemment, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Ouais, dernière patate pour Denzel. C'est une série qui vous parle, Equalizer? Moi, j'avais découvert complètement par hasard. Je me demande si c'était pas en projo ou un truc comme ça, en me disant qu'est-ce que je vais voir. Et j'avoue avoir vraiment accroché. J'avais trouvé ça très, très bien foutu, assez bien réalisé. Denzel incroyable comme d'habitude, mais je me suis auto-surprise à bien rentrer dans le film et dans la série. Donc, je crois que j'avais par contre préféré le premier au deuxième, si je me souviens largement. Bien. Et voilà. C'est quoi le pitch un peu de Equalizer? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un film de vigilante, donc un peu justicier, parce que c'est auto-justice, quoi. C'est quand même distillé, la mythologie, elle est vraiment donnée. Il a un passé, qu'il a des connexions un petit peu partout, et surtout qu'il a été entraîné par les personnes les plus mortel de la Terre, quoi. Et en fait, il a cette capacité de tout le temps se lancer des défis en disant je vous défonce tous en 17 secondes. Il prend un marteau, il défonce tous les mecs dans la pièce et après il regarde, voilà. Donc c'est un peu c'est un gimmick.
C'est un gimmick. Et puis, dans la grande famille, on va dire, des John Wick et autres vigilantes, c'est un peu dans cette catégorie-là, et joué par un Denzel toujours incroyable, quoi. Mais en plus, on a envie, quand tu vois le film, tu as envie de dire j'aimerais bien défoncer des gens pareil quand on fait chier. Là, quand tu vois la bande-annonce, il fait des trucs qui sont un peu sales. Tu te dis, les mecs, je pense qu'ils l'ont vraiment cherché en face. Est-ce qu'il n'y a pas eu une levée comme ça du niveau de. Si. C'est le principe d'une suite, clairement. Là, par exemple, il est en train de péter un bras. Ça a l'air de faire mal. Donc voilà, Equalizer 3, ça sort cet été. Le 30 août. Exactement, le 30 août. Donc, c'est un peu comme Jack Reacher, c'est un peu le mec sorti de nulle part, qui vient régler des problèmes et qui repart tout de suite. C'est vrai que tu parlais de John Wick, il y a un peu cette comparaison avec John Wick, c'est-à-dire le mec qui a l'air sans histoire et en fait il a un passé de tueur incroyable que personne n'a jamais retrouvé. Autant de John Wick, tu sens que l'inspiration vient de l'Asie, autant Equalizer, c'est le pendant un peu, il y a presque un côté western, je trouve. Bien sûr. Et d'ailleurs là, rien que ce qu'on a vu dans la bande-annonce, la patte et les locations, les sites de tournage et tout ont l'air de... Il y a un moment dans la bande-annonce où il y a un côté très western que j'aime bien, moi. Equalizer 3, août, chez nous au cinéma. Et écoutez, je vous propose qu'on se retrouve après ces quelques images de la saison 3 de The Witcher, pour en parler, bien sûr. Et c'était bien un teaser, hein. On a vu quelques images. Joe, tu nous disais en off, il y a quand même eu un glow-up entre la saison 1 et la saison 3 en termes de production. Ouais, en termes de production value, tu regardes le premier épisode de la saison 1 et rien que le teaser de ce qu'on vient de voir là, il y a un petit gap quand même, j'ai l'impression. Ce qui signifie que la série a dû fonctionner pour que Netflix injecte un peu de budget dedans. Après, étant assez friand de la saga The Witcher, j'ai toujours un peu des difficultés avec cette série, mais c'est cool que Henry Cavill boucle la boucle de ce personnage pour lui. J'ai l'impression que c'est important. Donc, Saison 3, effectivement, la dernière avec Henry Cavill. Donc on l'a vu, hein, ça va être diffusé en 2 temps. Quelques épisodes le 29 juin et quelques autres pour terminer la saison le 27 juillet. Très bientôt. Ça arrive relativement vite, enfin, parce qu'il y avait quand même eu pas mal d'attentes entre la saison 2 et ça. Je parlerai même pas des épisodes du spin-off, tellement que... ça faisait patienter les gens, ça fait rire les gens, je crois. Mais c'était aussi bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de The Witcher, la série Netflix, de ce côté ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai commencé la saison 1 et je n'ai jamais eu le temps de la terminer. Donc, j'ai dû m'arrêter à l'épisode 7, quelque chose comme ça, ou 6. Et, Au moins, t'as compris que c'était 2 timelines différentes. Exactement. Jusqu'à l'épisode 4, c'est pas clair. Ouais. Mais j'avais bien aimé. C'est juste la fameuse théorie des journées qui ne font que 24 heures. Et que... Exactement, vient de s'afficher à l'écran. Tout à fait. Donc, non, je n'ai pas continué, bien que j'aime bien Henry Cavill. Écoutez, c'est quelqu'un que je trouve fort sympathique. Je le présenterai bien à ma mère, quoi. Voilà. Max, de ton côté, on présenterait Henry Cavill aussi ? De quoi ? On présenterait Henry Cavill pour manger à la maison, je sais pas. Bien sûr, si en plus il arrive par les ordi, attends, ce serait parfait. Non, c'est vrai que moi j'aime bien la série, c'est relativement en grande partie grâce à lui, et je trouve que la saison 1 vraiment allait en s'améliorant parce que les premiers épisodes c'était compliqué, au-delà du fait qu'en plus on comprenait pas vraiment que ça se passait sur 2 temporalités différentes. Saison 2, pareil, il y a des hauts et des bas, mais je trouve que ça se regarde en fait sans être dingue. Je connais pas du tout les jeux et les livres, donc j'ai aucun point de comparaison. Donc j'ai vraiment juste la série que je trouve sympathique. Après, c'est vrai que le départ d'Henry Cavill va pas forcément m'attrister plus que ça, parce que je suis pas accro à la série non plus. Même si je pense que la série va perdre un petit peu en remplaçant Henry Cavill par Liam Hemsworth, frère de Chris Hemsworth. Mais bon, après, voilà, ça se trouve, le mec va nous surprendre. Moi, je rejoins un petit peu l'avis de Joe. Je suis encore plus tranché, je pense, parce que je suis très attaché au livre et au jeu. Et donc, du coup, j'ai énormément de difficultés avec cette série. Tu as déjà dû même bondir quand on t'a dit que c'était Henry Cavill qui allait... Même pas ? À la limite, tu vois, bon, c'est pas lui que j'avais imaginé, mais soit. Non, c'est plutôt le traitement qui est fait de l'histoire et l'amoindrissement de tout, en fait, par rapport à la hauteur des intrigues qui peut y avoir, la simplification. Et j'ai déjà étalé tout mon avis en long, en large sur le grand pop, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà. Johan, de ton côté, The Witcher ? Écoute, je suis un peu comme Juliana, j'étais un tout petit peu plus loin. J'étais jusqu'à la fin de la saison 1, et puis après, je me suis dit, ça m'ennuie, tout ça, et je n'ai jamais repris.
Voilà, c'est pas très intéressant. J'ai un peu commencé à jouer au jeu aussi après avoir regardé. En fait, en même temps que je regardais la saison 1 et tout, et je trouvais le jeu plus cool que la série. En fait. Je trouve que ça fait partie la fantaisie, quand il y a un souffle, un truc qui prend, genre le Seigneur des Anneaux, je ne vais pas te l'apprendre, ça marche. La fantaisie où je m'ennuie, genre Willow ou ça m'intéresse pas en fait. C'est plus compliqué. Ouais. On parle de la série Willow ou du Non, film la série. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Non, simplement. Non, mais en fait, c'est la fin d'une romance et non finalement. En fait, on a eu peu de fantaisie quand on était enfant. Là, il y a de la fantaisie partout. Mais quand ça prend pas, ça prend pas. Quoi. Et amen to that. J'ai rien à ajouter. C'était tout pour les news. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu d'autres petites choses dans l'actu. Je vous renvoie donc sur allociné.fr/news si vous voulez en savoir plus. Nous, on va enchaîner tout de suite avec le côté sur côté. Et je rappelle le côté sur côté. Paul a sélectionné un avis sur Allociné, un avis claqué, un avis qui va en tout cas à contre-courant de la pensée commune. Voilà, on va découvrir cet avis. Évidemment, vous essaierez de trouver de quel film il s'agit. Et on en débat après, savoir si cet avis, vous trouvez qu'il a quand même plutôt raison ou finalement pas du tout et pourquoi. On est prêt en régie ? On est parti. Film pas mal, mais surcoté. Il a mal vieilli. C'est tout dit, moi. Il a mal vieilli. Les acteurs ne sont pas si exceptionnels que ça. L'histoire n'est pas intéressante. Il n'y a pas de tension dramatique vu le thème. Quelques bonnes scènes cependant, mais trop peu. Et puis dépeindre ainsi la mafia, qui n'est rien d'autre sous le pseudo-vernis de l'honneur qu'une organisation criminelle abjecte, c'est pas très catholique. Une étoile. Le parrain. Le parrain ? C'est le parrain, bien sûr. Ouais. C'est le parrain. C'est vrai que les 4 premières phrases, tu te dis, ça pourrait être sur n'importe quel film. C'est les 83 ans d'Al Pacino. J'aime bien c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. J'aime bien en fait, résumé par en vrai, c'est pas ouf. Ouais, c'est un peu ce qui en ressort. Quelques bonnes scènes, cependant. Alors, pour répondre à ta question de début d'émission, non, nous n'avons jamais fait le parrain dans 2 heures de perdu. Par peur des représailles. Non, mais surtout parce qu'on essaie de, parfois, vu qu'on les enregistre souvent par 2, c'est de pas prendre des films trop longs, enfin de pas piocher au hasard des films trop longs. Et donc finalement, je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion. Vous vous attaquez rarement aussi aux trucs qui sont un peu genre des monuments. Oh non, vous n'avez pas peur de ça ? Non, on a fait des gros trucs quand même. Hein. On avait fait Jurassic Park, on avait fait, on s'est frotté à d'autres monuments pas mal, comme c'est dit dans cette critique. Alors du coup, ce parrain, Johan, il a mal vieilli ? Non. Et on passe tout de suite au dossier. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, c'est vrai que je sais pas quand est-ce que la personne a découvert le film, et les gens qui découvrent le parrain aujourd'hui, c'est peut-être un film dans son rythme, dans sa construction, je sais pas, qui est peut-être un peu dur à voir par rapport au code qu'on a aujourd'hui. Peut-être aussi que tout le, je sais pas, le côté. Ce qui est marqué sur la bande-annonce qui passe derrière nous, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, et en fait, ça lui nuit peut-être un peu. C'est toujours le débat qu'il y a en fait quand on te dit. Genre, quand tu regardes Citizen Kane, qui pendant longtemps était considéré comme le plus grand film de tous les temps, quand on te dit tu vas mater le plus grand film de tous les temps, tu sais pas trop où te mettre si jamais tu accroches pas plus que ça, parce qu'il faut le remettre dans son contexte aussi. Il y a l'injonction. Même chose, des fois, peut-être que tu es mal construit sur ta télé, peut-être que tu n'es pas dans le bon mood. Donc en fait, on te montre un film en te disant tu es obligé presque de trouver que c'est génial, et des fois ça peut créer un rejet. Mais on sent pas dans son commentaire qu'on lui a mis le couteau sous la gorge non plus au gars. Quoi. C'est peut-être qu'il y a un message à mettre, genre le mec il est retenu par la mafia. Il faut dire, c'est pas forcément un film où c'est pas didactique sur comment marche la mafia, c'est plutôt en fait le parcours d'un homme qui qui est pur, Michael Corleone, et comment il va tomber dans le même parcours que son père, alors que son père voulait autre chose pour lui un peu. Et donc en fait c'est le parcours de quelqu'un avec en toile de fond la mafia. Mais c'est un film qui est juste passionnant, bouleversant. Mais d'autant plus qu'on se demande comment le film peut être perçu aujourd'hui par des personnes qui le découvrent et qui n'ont pas forcément les codes de l'époque. Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en plus, en ayant revu les 2 premiers parrains il y a pas très longtemps, il y a un aspect presque dans le déroulement sériel. Oui, c'est vrai. Qui au contraire, je trouve, est plutôt très adapté à la génération de spectatrices et de spectateurs aujourd'hui qui peut-être ont baigné dans des séries comme Peaky Blinders, qui proposent justement ce même genre de récit fleuve. Ce genre de saga familiale ou saga d'une époque où justement on se permet d'aller dans un rythme plus lent avec des fulgurances de violence comme ça et en fait le parrain
je trouve, préfigurait déjà de ce type de rythme et d'atmosphère. Donc en fait, moi, je l'emmerde, le mec. La conclusion. En tout cas, non, mais au-delà de ça... excuse-moi, à 86%, les gens qui nous regardent sont d'accord avec toi. Bah oui, avec mais nous. oui. Juliana. Non, mais j'allais dire, au-delà de ça, déjà, effectivement, c'est plus peut-être dans la façon de découvrir le film et dans le contexte. C'est effectivement, il faut, je pense, quand même essayer de le voir dans les meilleures conditions possibles. Enfin, regardez-le avec une belle image, un beau son. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, peut nécessiter de s'immerger aussi, dans le rythme, dans l'ambiance, dans l'aventure dans laquelle on s'embarque. Et je ne sais pas s'il parle du premier, s'il parle des trois. Enfin, j'imagine que s'il a écrit ça, il ne sait peut-être pas enquiller les trois. Peut-être qu'il parlait juste du 3. Mais peut-être qu'il n'a pas compris. Il a pas vu les par le 3, il s'est dit ouais, attends, c'est ça le... Mais en vrai, c'est incroyable, même en termes d'image, de décor. Enfin, c'est vraiment... les personnages sont certes aussi importants que le souvenir qu'on en a, mais c'est un chef-d'œuvre qui ne repose pas uniquement sur le destin de ces personnages, mais par aussi la multitude en fait d'aspects qui sont techniquement incroyables dans ce film aussi. Enfin, c'est beau à tomber par terre. Je vous invite vraiment à essayer de le voir sur une belle télé ou Puis là, moi, je suis pas d'accord avec cette critique, c'est que oui, on disait ça peut avoir mal vieilli en termes de rythme ou en termes de plein de choses. Mais dire les acteurs sont pas exceptionnels quand même, c'est un peu chaud. J'allais y revenir. Voilà. Ambitieux. J'allais y revenir. Vraiment, les acteurs sont pas si bons. C'est audacieux, ouais. Tu peux faire un gros claquage comme ça. Franchement, non, parce que Marlon Brando qui joue donc Vito Corleone est quand même. Enfin, il a une présence physique déjà qui. La scène dans le bureau, il y a la scène du mariage et la scène dans le bureau qui peut durer longtemps, je sais pas, elle dure 20 minutes, mais c'est une scène où chaque mot, chaque geste, chaque silence est hyper intéressant, tendu, important. En fait, il dit un truc, il termine pas sa phrase, tu dois comprendre quelque chose. C'est fascinant. Au moins, tu peux. T'aimes pas forcément les acteurs, mais tu sauves au moins Marlon Brando. Pour ça. Après, Don Pacino. J'enlève des morceaux là de la critique de Jean-Michel Critique. Vas-y, balance. Décomposons. Il n'y a pas de tension dramatique ? Alors non, c'est pas un film où on pourrait se dire qu'il n'y a pas de tension dramatique, mais peut-être que Jean-Michel commentateur n'a pas adhéré à l'univers, à la reine, à cette tension en fait dramatique qui peut avoir lieu. Peut-être qu'il n'en a pas exactement compris les enjeux ou qu'il a vu ça d'un œil assez peut-être trop extérieur, qu'il n'a pas été assez en empathie avec ce personnage de fils qui va quand même vivre un truc, même s'il a vu le premier sacrément dur, quoi. Enfin, c'est pas la meilleure vie qu'on pourrait s'imaginer, et il y a quand même pas mal de twists, de surprises. Voilà, c'est pas linéaire. Disons non qu'ils plus sont pas comme à histoire. cheval sur leurs convictions. Non, ça peut changer assez vite, ouais. C'est ce qu'on retient de ce film. Et il y a un truc aussi intéressant, je suis d'accord avec vraiment ce que tu disais sur l'aspect sériel et film fleuve, et en même temps peut-être à la différence des séries qui des fois expliquent tout ou te racontent tout, c'est que là tout ce que tu ne vois pas dans le film, tu le comprends. Enfin, c'est assez bizarre de dire ça, mais en fait il y a des fois, par exemple, tu vas la scène du bureau, c'est-à-dire que c'est une scène unique, mais tu comprends un peu tout ce qui s'est passé avant, qui est qui, quelles sont les relations entre les gens, et donc en fait ton cerveau fabrique tous les bouts d'histoire qui te manquent. Et c'est un truc d'écriture. Et en plus, si tu pousses jusqu'au 2e épisode, la version longue qui a été développée, si je me gourre pas, pour une version télé, donc est carrément construite sous forme d'épisode presque, quoi. C'est-à-dire sa structure, et avec le récit qui n'avait pas été dans la version ciné de l'époque, avec toute la jeunesse de Vito Corleone qui est interprété par De Niro. Tout ça forme une sorte de tout qui se mate vraiment, je trouve, comme une excellente série. Oui, c'est le top de la série. Oui, voilà, une série de très haut niveau. On est plus dans de la série HBO. Il y a du Succession dans le... Enfin, il y a des liens, notamment avec le patriarche, avec ce genre de choses. Mais on n'est pas dans un rendement de Cliff incroyable non plus. C'est pas tant comme ça que j'entendais ça, mais c'est plus par le récit sur plusieurs époques, la multitude de personnages, la fresque familiale. Pour le coup, il y a plein de séries très différentes et qui s'écrivent de manière très différente. Donc là, je trouve qu'on est plus sur le Golden Age d'HBO, effectivement, qui s'étirerait dans le temps. Mais après, c'est Mario Puzo, hein, donc c'est aussi une adaptation de roman pour lequel on prend le temps de faire 3 films, de développer ça. Il n'y a pas trop de secret, quoi. Sur le concept de l'adaptation de ce roman, ça donne forcément à voir quelque chose
qui prend son temps, mais dans le bon sens du terme aussi, quoi. Ça fait partie des films donc où on peut dire il faut les avoir vus, même si j'aime pas cette expression. Est-ce qu'il faut avoir vu c'est bien de les avoir vus. Non, mais il y avait eu la première polémique, genre t'es pas cinéphile si tu n'as pas vu le parrain. Ça et les Kubrick. Enfin, voilà. Moi j'ai une question, c'est est-ce que les trois se valent? Est-ce qu'il faut voir les trois? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque du lot? Moi je préfère le 2, mais comme beaucoup de gens. Moi, mon conseil, c'est vraiment, si vous avez bien aimé le 1, même si vous n'avez pas trouvé ça incroyable, meilleur film du monde, continuez. Après, si vous êtes comme Jean-Michel, commentateur d'Allociné, vous infligez pas ça non plus. Enfin, c'est ce qui est assez chouette dans le cinéma, c'est que pour le coup, il y en a pour tout le monde. Voilà. Après, si vous avez envie, vous êtes curieux, moi, je trouve qu'il y a un peu cette espèce d'injonction de « Quoi, tu n'as pas vu Le Parrain, tu n'es pas signé ?» En fait... il y a plein de chefs-d'œuvre aussi moi, je trouve que c'est une chance de ne pas avoir vu certains chefs-d'œuvre et de les découvrir au fur et à mesure de sa vie. Moi, j'ai découvert Apocalypse Now au cinéma l'année dernière que je n'avais jamais vu et pourtant, j'étais passée dans plein de facs de ciné où j'en avais vu des morceaux, des extraits, etc. Mais je suis tellement contente d'avoir attendu la bonne occasion d'aller le revoir dans une séance spéciale, etc. pour le découvrir en salle. Que, en fait, je suis super contente d'avoir encore plein de grands classiques que j'ai pas encore vus et dont je pourrais aller explorer finalement les séances ou les regarder chez moi ou j'en sais rien. Donc, si vous n'avez pas vu Le Parrain, allez-y. Mais ne vous mettez pas la pression non plus. Ah oui, et puis vous pouvez ne pas aimer, rien le film. Après, c'est vrai qu'on critique cette critique, justement. Il y a 50 ans, c'est bon. Mais évidemment, en fait, t'es pas obligé d'aimer un film parce que tout le monde autour de toi dit que t'es obligé de le voir et obligé d'aimer. Clairement pas. Il y a peut-être une bonne porte d'entrée au-delà du film, c'est la série The Offer qui est disponible alors, sur Paramount+, donc encore une fois peut-être un peu réduit. Ça commence à faire beaucoup là sur Paramount+. Voilà, il commence à avoir pas mal de trucs sympas, mais donc The Offer qui était sorti en fin d'année dernière, donc un peu pour le lancement de la plateforme, et en fait qui raconte en 10 épisodes la genèse du Parrain par le prisme du producteur Al Rudy qui a porté le projet. Donc au-delà de montrer en quoi un producteur est important pour un film, en fait vous pouvez, ça vous montre en quoi c'était un projet compliqué à faire cinématographiquement, dans les relations avec la mafia, sur plein de trucs, et en fait vous avez des bribes du film qui sont recréées et ça peut donner envie de voir le film fini. Et la série est passionnante. The Offer donc sur Paramount+. Et voilà, donc nous on ne saurait que vous conseiller de jeter un œil en tout cas au Parrain et à ses suites. Et on souhaite évidemment un bon anniversaire à Al Pacino. Qui est à Paris ce soir. Mais oui, 83 ans. Salle Playel. L'anniversaire Salle Playel. Ah oui, il est ce soir, Salle Playel. Ouais, comme quoi. Moi, je propose qu'on lui apporte un petit truc là, après l'émission, on y va. Il est là. Il fallait un petit budget pour aller Salle Playel. Il fallait un qui ne savait pas grand-chose. Il va être 17h si vous nous suivez en direct sur Twitch. Et c'est le moment de parler de notre dossier de la semaine. À l'occasion de 25 ans de Bienvenue à Gattaca, il nous est venu une idée et une envie, celle de traiter des films d'anticipation. Alors c'est un gros mot, anticipation. C'est vrai que on pourrait parler de science-fiction, mais tout de suite on se barre dans l'espace. Anticipation, c'est un peu différent, et du coup je me tourne vers monsieur le rédacteur en chef d'Allociné pour demander, Johan, c'est quoi l'anticipation? Pourquoi il me fait ça? T'inquiète, j'ai une réponse. De dois te dire que tu l'avais pas anticipé celle-là. C'est un film de science-fiction qui ne se passe pas dans l'espace. C'est pas mal. Est-ce que j'ai bon? Alors, j'ai une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est celle de Wikipédia. Une œuvre d'anticipation décrit le monde tel qu'il pourrait être dans un futur proche, quelques années ou dizaines d'années, ou plus lointain. Les auteurs puisent généralement dans l'actualité de leur époque, dont ils extrapolent les possibles évolutions futures afin de tenter de donner un aperçu réaliste du futur. Le genre abonde dans les représentations liées à des sociétés humaines prophétisées par les auteurs comme autant d'utopies ou plus fréquemment de dystopies pouvant libérer ou asservir l'humanité. Alors du coup, c'est quoi une dystopie? Et donc oui, 25 ans de Bienvenue à Gattaca, qui lui justement est une œuvre d'anticipation, et on rappelle évidemment qu'il va avoir droit à une suite en série, enfin pas une suite, mais pareil, il va passer sous le prisme de la série télé. Donc oui, l'anticipation, c'est quelque part une branche de la science-fiction, mais un peu différente, plus ancrée dans le réel. Oui, exactement. Déjà, y a pas de, on le voit un peu sur les images de Gattaca, à la fois sur le thème et dans l'univers, tu as quelques petits trucs qui peuvent être un peu modernisants, mais tu dis que ça pourrait arriver. Voilà, t'es pas sur Coruscant dans Star Wars. C'est ça. Il faut que ce soit
quelque part notre société, où on change quelques petites choses. C'est des humains en fait. Projette un peu dans le futur. Dans le lot. Et on se dit, tiens, ça pourrait arriver. Et donc c'est ça, un regard sur la société dans laquelle on vit. Un bon exemple étant Minority Report, je pense, pour le coup, qui embrasse complètement ce genre un petit peu de thriller anticipation, quoi. Et puis ce qui est fort sur les films d'anticipation, c'est des films qui se revoient quelques années plus tard. À l'aune de... dire, genre Minority Report, typiquement, tout ce qui est sur les images à manipuler, la surveillance de masse. On a dépassé le temps fictif. On est pas mal. Et d'ailleurs, c'est même l'une des spécialités du scénariste du réalisateur d'ailleurs de Bienvenue à Gattaca, qui s'appelle Andrew Niccol, en fait, qui est le monsieur qui a également écrit le scénario de The Truman Show, mais dans les années 90, donc juste avant la télé-réalité, qui a écrit et réalisé un film qui s'appelle Simone avec Al Pacino, qu'on embrasse pour ses 83 ans. Ça le PL. Qui sortait, qui est sorti en 2002, juste avant les Matrix 2 et ses doublures numériques. Donc en fait, à chaque fois, vraiment l'anticipation, c'est quelque chose en fait qui maîtrisait bien. Après, le reste de sa carrière était un peu moins réussi sur ce plan, mais il a fait un film sur des drones également. Donc en fait, tu sens que c'est quelqu'un qui, je pense, observe vraiment la société dans laquelle on vit et qui après arrive à en faire quelque chose qui présente un futur plus ou moins probable. Ouais. Alors, autour de la table, c'est un genre qui vous parle, l'anticipation. Joe, on en parlait en ouverture. Tu as l'impression que en tout cas dans son exploitation audiovisuelle, tu as l'impression d'être né avec ta génération. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un genre qui a vraiment pris son essor pendant les décennies où j'ai grandi. Et j'ai surtout le souvenir d'un choc très 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 fort à la toute fin des années 80, début des années 90, avec Akira, qui est probablement, qui est, je pense, l'œuvre d'anticipation qui m'a peut-être le plus marqué, parce que véritablement l'impression de non seulement une œuvre d'anticipation, mais en plus peut-être ma première confrontation à l'animation japonaise adulte. Donc doublement sidéré par l'œuvre que je découvrais à ce moment-là. Et ce que j'aime, que ce soit avec Akira ou avec les plus grandes œuvres d'anticipation, c'est effectivement quand elles sont vraiment bonnes, elles gagnent en niveau de lecture avec le temps. Et c'est exactement le cas de Akira. Effectivement, on le disait de Minority Report. Ce sont des œuvres qui peuvent être revues, contrairement au Parrain. Ce sont des œuvres qui peuvent être revues effectivement à l'aune de l'évolution des technologies, l'évolution de notre société en général, avec des œuvres qui se sont nourries de ces œuvres-là et qui nous apportent, nous en tant que spectateurs ou lecteurs ou joueurs ou tout ce que tu veux, des données, des nouvelles données pour les analyser. Et donc je trouve qu'en ça c'est un genre vraiment passionnant. Et pour quelqu'un qui est... Je pense que les personnes, on parlait d'Andrew Niccol, les personnes qui excellent dans le domaine de l'anticipation, ce sont des personnes qui sont inquiètes tout le temps. Et c'est ça ce qui fait à mon sens une œuvre d'anticipation efficace, c'est est-ce qu'on porte un regard suffisamment inquiet pour savoir déceler que ces inquiétudes se transforment, les dérives, et que ces inquiétudes-là se transforment en réalité, soient prophétiques. C'est le genre cinématographique ou le genre fictionnel prophétique par excellence, l'anticipation. Et les œuvres qui arrivent justement à toucher ça du doigt, ça en fait des œuvres vraiment intemporelles qui, justement, en plus, comme on n'est pas dans la science-fiction et que souvent dans les œuvres cinématographiques d'anticipation intelligente, elles vieillissent bien parce que justement elles reposent pas tant que ça sur des effets spéciaux spectaculaires, sur les avancées technologiques du cinéma pour développer leur récit. C'est des œuvres qui se revoient souvent bien plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies après leur sortie originale. Donc c'est un genre vraiment intéressant. Alors, tu me fais quasiment une passe décisive avec ma question suivante. Allez, hop. Pourquoi ça va jamais bien dans les films d'anticipation ? Parce que les gens qui les écrivent ne vont pas très bien. Oui, mais parce qu'il y a dans une société qui va rarement bien aussi. Après, il y avait un contre-exemple l'an dernier qui était un film dont Megan avait beaucoup parlé, qui s'appelle After Yang, qui se passe dans un futur assez proche en fait, avec des androïdes domestiques. Et en fait, c'était un futur qui était très doux, qui était très calme et qui ça tranchait vraiment avec ce que tu vois dans Minority Report ou Gattaca ou Soleil Vert ou tous ces films-là. Mais je pense que on a l'impression que souvent c'est plus l'inquiétude qui fait naître certaines œuvres que le bien-être.
Bah aussi, non mais après, purement, pardon, en tant que scénariste, c'est aussi parce qu'on a besoin de conflits, et de dramatisation dans les films, au-delà de, enfin, si on veut regarder quand même quelque chose où il se passe de l'action et où certes, bon là, on peut y avoir des conflits un peu plus doux comme dans After Yang, mais enfin, moi je sais que j'ai été très marquée par des films comme que j'ai vu assez jeune d'ailleurs, comme Robocop, comme Total Recall, des choses qui travaillent aussi sur des thématiques présentes à l'époque et en tout cas des questionnements autour de la société dans laquelle on vit pendant les années où sortent le film, mais qui sont encore ultra présentes aujourd'hui, si ce n'est encore plus présentes parce que la vision de l'auteur à ce moment-là laissait déceler quelque chose qui est allé en tout cas arriver ou sur lequel on était en pente, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant avec l'anticipation, c'est à quel point ça peut taper juste avec des films, des monuments du cinéma comme je viens de citer, mais je pense aussi, puisque c'est devenu un peu l'expression, c'est comme dans Black Mirror, tu vois. Avec le même accent, et ça c'est assez fou. Pourquoi avec ce petit accent du Sud là? Je sais pas, c'est comme dans Black Mirror. En vrai, le nombre de fois où on s'est dit ça parce que y a des pitchs d'épisodes de Black Mirror, qui est une série d'anticipation pour le coup, dont les premières saisons étaient assez réussies, enfin ça, c'est mon avis. BBC. Mais qui du coup aussi déceler une espèce de vision de ce qui pouvait se passer à plus ou moins long terme. Enfin, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est en ça qu'un film ou qu'une série d'anticipation est assez réussi aussi, c'est que ces questionnements, le film peut avoir été écrit il y a 10 ans, 20 ans, le matériau de base, pareil, il y a 30 ans, 50 ans, on se pose toujours les mêmes questions et elles ont un écho dans la société actuelle, qu'on le revoit maintenant, ou peut-être même dans 10 ans, encore plus, etc. Alors du coup, question, parfait, encore une fois, c'est quoi qui fait le plus peur d'après vous? C'est la technologie, la nature, les gens, la société, qui est son évolution, ses mœurs? Les gens, clairement. Les gens, et ce qu'ils font avec la technologie. Ouais. Là, il suffit Et de la voir nature, voilà, comme ça. il suffit de voir l'un des sujets dont on débat le plus en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. On est là en plein dedans. C'est-à-dire, dans 2 semaines, ça va toquer à ta porte et ça va te remplacer. J'ai envie de leur dire, revoyez Terminator, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça qui est intéressant, effectivement. J'ai oublié ta question entre-temps. Je me demandais c'était quoi qui fait le plus peur, si c'est la technologie, si c'est les gens. Le plus peur, c'est ce que l'humain fait avec les ressources qu'il a sous la main ou avec les choses qu'il invente, quoi. Mais donc la base, c'est l'humain. Oui, la base, c'est quand même ce que fait l'homme avec la planète qu'on lui donne, les machines qu'on lui donne. Tant que les chats n'auront pas des pouces, ce sera plutôt l'homme qui. Oui. Alors, du coup, voilà, on nous dit les fils de l'homme dans le chat, mais effectivement, les fils de l'homme, ça reste hyper actuel, justement. Sur la baisse de la natalité. La baisse de la natalité, voilà. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est de l'anticipation, d'ailleurs, les fils de l'homme? Est-ce que c'est pas juste une dystopie? Comme le dystopie était dans la définition de l'anticipation, on va dire que les deux fonctionnent, mais il manque peut-être des éléments de technologie justement qui. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est ça, c'est que c'est pas genre la société telle qu'elle pourrait être, c'est la société telle qu'elle serait dans ton année. Je sais plus en quelle année est censé se dérouler le film. 2027, non, un truc comme ça. Ouais, donc voilà, c'est ça. On est avant 2030. Alors moi, pour le coup, je pense que c'est complètement de l'anticipation. C'est juste un style d'anticipation différent. Pour moi, il y a le genre anticipation. Avec effectivement l'anticipation qui peut être avec la technologie, les machines, etc., la société urbaine dans laquelle on est, et là, effectivement une espèce d'appauvrissement entre guillemets de tout ça aussi de l'autre côté, et dans un univers un petit peu plus apocalyptique, un peu plus j'irais pas jusqu'à, pour le coup c'est la même chose pour Mad Max, on se dirait presque. Est-ce que Mad Max c'est de l'anticipation? Est-ce que non? Est-ce que le premier en tout cas il y a quelque chose, quoi. Un petit peu. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a des... Moi, dans ma tête, Mad Max, c'est de l'anticipation. Ouais, mais il y a des sous-catégories, à mon avis, qui font ça croise avec le post-apo, quoi. Oui, voilà, c'est ça, que visuellement, le post-apo, c'est une version de l'anticipation très pessimiste, pour le coup. Mais je pense qu'il y a vraiment des sous-familles et des sous-genres d'anticipation où on peut ranger dans des petits tiroirs comme ça. Est-ce que le contexte politique, le vrai, alors sans rentrer dans les avis évidemment, joue ou influe? Quand on est auteur par exemple, on s'inspire forcément du réel? Ah bah complètement, pour le coup. Après moi c'est ma vision du métier, peut-être qu'on n'est pas tous à avoir partagé la même, mais moi j'estime que créer une œuvre ou écrire un roman, un film, une série, c'est aussi témoigner d'une époque et avoir une réflexion en tout cas sur le monde dans lequel on vit, et essayer de faire passer aussi
parfois peut-être une vision plus positive ou ce qu'on voudrait, parfois pas, des inquiétudes, c'est forcément corrélé à l'univers dans lequel on vit, à la situation mondiale dans laquelle on vit, mais même nationale, politique, ça dépend après à quelle échelle on crée et à quelle échelle on écrit. Mais c'est bien sûr complètement en phase avec la façon dont on vit les choses au quotidien et dont on les ressent et dont on a l'impression qu'on se dirige aussi en tant que population, en tant que peuple. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret sur les inquiétudes même climatiques qui habitent les fictions aussi depuis quelques années. Enfin, c'est complètement ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que... Joe, non, je vais citer l'exemple de Years and Years, par exemple, qui récemment a exploité l'aspect politique de l'anticipation, une série avec Emma Thompson, incroyable, mini-série, si je me trompe pas. Mini-série qui a remplacé c'est comme dans Black Mirror, maintenant c'est comme dans Years and Years. Exactement. Mais l'accent est resté, ça c'est bien. Et qui justement exploitait cette possibilité de se servir du réel et du présent pour anticiper ce qui allait suivre. Et là, en l'occurrence, dans Years and Years, on n'est pas dans une série où la science-fiction peut venir. C'est vraiment un peu avec le rôle de la fille. Un petit peu. Il y a une petite branche, mais c'est pas la plus quelque intéressante. chose de très. On se rapproche plus de Gattaca que de Total Recall, si tu veux. Et donc, c'était juste pour servir d'exemple à ce dont parlait Julie, pardon. Non, je t'en prie. Non, moi, ce que je voulais dire pour prolonger, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si on pourrait décrire l'anticipation comme ça, mais c'est un miroir vers nous-mêmes, mais pas un miroir déformant, mais un miroir accélérateur. Et en fait, quand tu disais, c'est un peu le loop, mais aussi, en fait, c'est ce truc-là. En fait, vous vous rendez pas compte de l'impact à l'instant T. Un miroir noir. Un Black Mirror, par exemple. Un miroir noir. Merci, Paul. Non, un miroir noir. Ça se dit avec l'accent. Visiblement, ça se dit avec l'accent. Mais non, c'est plus des fois, en fait, il y a des petites choses qui se mettent en place et en fait, tu te rends pas compte de l'impact à long terme. Et en fait, moi, j'ai l'impression que l'anticipation, ça sert à ça, en fait. Si tu regardes, par exemple, je sais pas, le fait qu'on ait tous des smartphones dans les mains, peut-être dans les années 80, j'ai pas de souvenir, mais il y avait peut-être un film où les mecs ont tous le visage dessus. Tu fais, ils avaient la visio déjà. Voilà, ça peut pas se passer comme ça, parce qu'on n'est pas bête à ce point-là. En fait, Invasion Los Angeles de Carpenter, c'est déjà un peu ça. C'est ça. Et en fait, le jour où on nous met vraiment des portables dans les mains, et puis en fait, on est des animaux un peu bêtes et méchants. Et puis, tant qu'ils ne sont pas transparents comme dans les films. Ça, je dirais vraiment, c'est une représentation des films d'anticipation souvent où toutes les technologies sont vraiment transparentes. C'est le truc le moins pratique de la Terre, quand même. Enfin, tout le monde mate ce que tu regardes, quoi. Quand tu parlais de la politique, c'est une adaptation d'une bande dessinée, mais V pour Vendetta, qui était aussi pertinent quand la BD est sortie qu'en 2006, c'est-à-dire au moment où on parlait justement de son Minority Report, de la surveillance de masse, de la privation des libertés. Et c'est pourtant un film d'anticipation, donc le côté politique, évidemment que ça a toujours un impact. Alors justement, c'est parfait. Johan, tu as déjà fait l'éloge de Matheson à travers I Am Legend. Tout à fait. Plus que le film, la nouvelle. Et du coup, moi, j'avais une question comme ça, c'était pourquoi est-ce que justement toute l'œuvre de George Orwell, aussi celle d'Aldous Huxley ou de Ray Bradbury, celle de Philip K. Dick, ces auteurs de science-fiction plutôt des années 60, 70, même les années 50. Enfin, pourquoi cette époque-là résonne encore aussi bien aujourd'hui ? Le talent. Peut-être parce qu'on a rattrapé. Et puis aussi l'époque durant lesquelles elles ont été créées, ces œuvres, qui sont en partie des œuvres qui ont été dont la genèse remonte à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et où le monde où l'humanité se pose quand même énormément de questions sur la suite, et où il y a évidemment toutes les personnes qui en sortant de la Seconde Guerre mondiale se sentent libérées d'une sorte d'épée comme ça de Damoclès géant au-dessus de la tête, et puis il y a les personnes inquiètes dont on parlait et qui se disent mais ok, toute cette mais on va où avec ça ? Il y a la guerre froide aussi et puis la guerre froide par la suite. Donc c'est des œuvres qui une fois de plus témoignent de leur époque, clairement, quoi. C'est vrai que la guerre froide peut-être était beaucoup plus propice à l'anticipation parce que c'était un truc, tu sentais quelque chose mais tu savais pas quand ça arrivait, contrairement à la Seconde Guerre mondiale où là tu étais en plein dedans et vraiment tu étais à la fois acteur et spectateur de ce qui se passait. La guerre froide, tu disais, ça se trouve demain, notre pays se prend une bombe nucléaire et explose. Et donc, forcément, en fait, il y a plein de gens que ça a inquiété et des gens talentueux, comme on disait, en ont tiré quelque chose. Et même dans les avancées technologiques, pour le coup, c'était le début et ça n'a été qu'exponentiel depuis. Donc, ça me paraît tout à fait logique qu'aujourd'hui, on se retrouve complètement dans des problématiques qui étaient amorcées à l'époque et avec lesquelles des gens très talentueux avaient fait des œuvres de grande qualité. Forcément, aujourd'hui, ça peut que résonner vu que
c'est puissance 100, quoi. Enfin... J'allais vous y amener sur le futurisme et sur quand on se projetait à l'époque, en l'an 2000, l'an 2023, C'est ça. justement. Il y a un autre point aussi, c'est peut-être le dernier des grandes questions avant que je vous demande un petit peu quelles sont vos références à chacun et chacune dans les œuvres d'anticipation, mais... tu t'en parlais avec Akira, mais l'influence aussi de l'Asie qui est revenue alimenter à travers son cinéma, notamment coréen ou japonais, entre autres, il y en a d'autres. Toutes ces œuvres, ce truc-là, on a parlé de Okja tout à l'heure quand on parlait de Cannes. Voilà, il y a une nouvelle vision, enfin en tout cas une vision autre qui est venue jusqu'à nous. Mais je trouve qu'elle est même pas si nouvelle parce que déjà dans Blade Runner, l'influence de l'Asie, elle est très très forte. Et je pense que c'est si on le prend du point de vue d'un réalisateur ou d'une réalisatrice occidentale des années 70 ou 80, qui n'est peut-être jamais allé ou a une connaissance limitée de l'Asie, du Japon, et qui voit depuis son Occident cette île qui est à la fois ancrée dans le passé avec de très très fortes traditions folkloriques et religieuses encore présentes et en même temps un développement fou de la technologie parce que dans les années 80 le Japon c'est les premières technologies vidéoludiques, il y a énormément d'avancées technologiques qui se déroulent là-bas. Et puis les vues de Tokyo, de cette ville avec des lumières partout, comment en tant que créateur d'univers ça peut ne pas t'inspirer si tu veux créer une œuvre justement où tu transportes le spectateur et les spectatrices dans une sorte de futur proche. Je pense que l'Asie a énormément à offrir en termes d'imaginaire visuel et forcément ça a stimulé la créativité d'auteurs, de réalisateurs énormément dans les années 80, je pense. Si je devais comme ça vous demander un petit peu quelles sont vos références, si vous deviez citer quelques œuvres à conseiller aux gens qui nous regardent, je ne sais pas qui veut se lancer. Moi, je dirais Robocop. Ouais, vas-y, fais Robocop et Robocop, parce qu'en fait... c'était plusieurs, mais je tiens à ce film, parce que c'est vrai que... bientôt en série télé. Robocop, 50% homme, 50% machique, 100% flic. Si tu le regardes au premier degré, c'est très con. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Tu dis, c'est un policier robot, comme c'est marrant. Et je pense que moi, gamin, je l'ai vu comme ça. C'est-à-dire que quand tu le vois, c'est sorti en 87, donc j'avais 7-8 ans, tu le vois à cet âge-là, tu dis, c'est trop bien. Et en plus, il a un flingue dans la cuisse, c'est vachement bien. Et en fait, plus tu le vois, et ça horrible. Voilà, tu découvres au fur et à mesure des couches et en fait c'est surtout le monde derrière qui est raconté qui est intéressant. Un monde où le corps de quelqu'un lui appartient plus, où la police devient privatisée, où tout appartient à une seule et unique corporation qu'on pourrait appeler aujourd'hui Amazon. Et en fait c'est un film qui en 80 t'annonce en partie ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et donc moi c'est un film que je trouve incroyable au-delà du film d'action de base, quoi. Moi, je vais faire un truc un peu thématique. Je vais faire l'anticipation en général. Mais parce que c'est aussi des sujets que je travaille en ce moment au boulot, mais sur le souvenir, sur le traitement des souvenirs et tout ça. Et Total Recall, vous pouvez y aller vraiment, pas les yeux fermés, du coup, vous allez rien voir sinon, mais pour le coup. Il a dit avec Colin Farrell. non, pas celui-là. Je pense que c'est un excellent film à revoir aujourd'hui qui a un petit goût quand même des années 90 qu'on aime bien, mais qui a encore une vraie répercussion même dans les thématiques. Moi, je pense pas mal à cet épisode de Black Mirror que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle San Junipero. Ouais. Et je compléterai, c'est un peu de l'anticipation, mais pas tant, par mon film préféré que je réussis à recaser encore une fois. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui on peut le voir quand même comme un film d'anticipation, même s'il a l'air de se passer dans une société qui ressemble en tout point à la nôtre dans les années dans lesquelles on vit. C'est quand même une société où on a trouvé le moyen d'effacer les gens de notre mémoire par choix, suite à une rupture amoureuse, un décès, je ne sais pas. Et je trouve ça fascinant et je me demande, moi, en tant qu'autrice, vers où on va s'avancer pour tout ce qui est souvenir, comment on interprète les choses. Il y a un autre épisode de Black Mirror, donc j'ai plus le nom aussi en tête, où le concept, c'est qu'on peut revisionner ses souvenirs des premiers, là, avec une lentille. Avec l'œil, avec la lentille. Et cet épisode est vraiment très, très bien aussi. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et on n'a pas parlé de Her non plus, qui, pour le coup, est un... Enfin, c'est pas forcément le souvenir, mais c'est un peu plus positif quand même que...
que tout ce qu'on a. C'est un peu oppressant, tout ce dont on a parlé. Mais... l'exemple de Her, donc la relation de quelqu'un avec une intelligence artificielle, qui annonçait même des faits divers qu'on commence à voir. Là, je ne sais plus, il y a 3 semaines, où il y a quelqu'un qui s'est donné la mort suite à ses conversations avec une intelligence artificielle. Qui a épousé une IA. Qui a épousé une IA. Et en fait, quand tu le vois dans Her, tu fais non, on n'en arrivera jamais jusque-là. Et en fait, la force de l'anticipation, c'est de. Et tu parlais même des années 70, c'est les mecs qui disaient non, mais en fait, dans 50 ans, vous ferez ça. Et je ne sais pas comment ils sont visionnaires à ce point-là sur notre nature humaine, mais en fait, à chaque fois, c'est rare que l'anticipation soit plantée jusque-là. J'ai l'impression. Ou alors on s'en souvient moins parce que justement, c'est nul ça. Mais le jetpack, dans tout ça. Et le jetpack dans les tout voitures ça. qui volent aussi. Max moi, je vais citer un film et une série. Le film, c'est Minority Report, qu'on a mentionné plusieurs fois tout à l'heure, qui est à la fois mon Spielberg et mon Tom Cruise préféré, et en fait que tu peux aborder sous différents prismes. Tu as à la fois le côté film de Spielberg, Tom Cruise dans un rôle un peu différent, où en fait il joue un père en échec, ce qui à la fois colle à la filmo de Spielberg et à sa vie perso de l'époque, parce qu'en fait il venait de se séparer de Nicole Kidman, donc en fait même dans la guerre des mondes il y avait ce côté genre il a failli à une mission avec son enfant. Il y a quelques scènes d'action parce que c'était sorti à l'été aux États-Unis. Il y a un côté whodunit it aussi, parce qu'en fait on doit trouver qui a piégé ou peut-être pas le personnage de Tom Cruise et qui vraiment est derrière tout ça. Et en même temps, il y a tout ce futur qui a été, tous les concepts qui ont été faits à partir de choses qui étaient à la fois en développement ou vraiment à l'état de prototype. Je pense notamment aux gants pour manipuler les images. Donc il y a ça, et puis il y a ce que ça raconte de la société que ça montre, que ça fait partie de la trilogie post-11 septembre de Spielberg. Et là, ça se focalise surtout sur la surveillance de masse et sur cette idée à la fois de libre arbitre et de est-ce qu'une personne qui allait commettre un crime peut être considérée comme criminelle ou pas. Donc ce qui pose beaucoup de questions. Et aussi ce que tu acceptes pour garantir ta propre voilà, c'est ça aussi, c'est la privation des libertés. En fait, ça rejoint aussi V pour Vendetta là-dessus. Et l'autre, c'est la série que je voulais citer, qui parle aussi de libre arbitre. Alors il y a les 2 premières saisons de Westworld qui sont focalisées sur ça, sur le rapport entre qu'est-ce qui fait qu'un humain est humain. Mais plus que ça, je voudrais citer l'autre série de Jonathan Nolan, le frère de Christopher, qui est Person of Interest, qui justement rejoint Minority Report sur son concept de base, puisque ce sont deux hommes qui, grâce à une machine, on leur communique l'identité d'une personne qui va être impliquée dans un crime, sauf qu'on ne sait pas si ce sera l'auteur ou la victime, et qui doivent du coup enquêter sur ça et résoudre le potentiel futur crime. Et justement, c'est une série qui pose beaucoup de questions sur le libre arbitre, sur la question de est-ce qu'avant qu'un crime ait eu lieu, tu peux être considéré comme criminel. Et c'est une série qui a été lancée au début des années 2010, en 2011, et qui, du coup, a été rattrapée par l'actualité, puisque aux alentours de 2014, il y a eu les révélations de Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a parlé justement des programmes de surveillance de masse des États-Unis. Et du coup, d'ailleurs, la série s'en est inspirée et a switché, puisqu'en fait, est arrivée dans l'intrigue une histoire d'une deuxième machine qui a été créée, mais qui a été utilisée par des personnes malveillantes. Donc c'est vraiment c'est vraiment très ancré dans le réel en fait. Et puis ça parle d'une machine qui a été créée après un attentat d'envergure justement pour éviter ça. Il y a très peu de technologie en dehors de cette machine qu'on voit en fait. Jamais on voit juste des images de vidéosurveillance. Et c'est une série que je trouve énormément sous-cotée, qui est vachement bien parce que c'est à la fois très prenant et en même temps ça te fait beaucoup réfléchir en fait. Alors que c'était une série diffusée sur une chaîne grand public aux États-Unis. Joe, pour conclure, si tu as quelques œuvres à citer. Alors moi, ça va aller très vite parce que j'ai pas révisé, donc je m'excuse d'avance, j'ai pas développé autant que l'a brillamment fait Max. Mais de mon côté, quand je pense à l'anticipation, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les films mondes dans lesquels on peut, même les films qui se prêtent presque à des adaptations en jeu de rôle parce que tu as envie de découvrir tout ce que tu ne vois pas et d'imaginer tout ce que tu vois pas dans ces films. Et donc les 3 premières œuvres auxquelles je pense quand j'ai film monde d'anticipation en tête, j'ai forcément Blade Runner. Ensuite, j'en ai parlé, Akira, qui au-delà du film est également une œuvre de manga, de bande dessinée que je trouve absolument monumentale, magistrale, que j'ai relu il y a encore peu de temps et qui m'a mis par terre. Et un film qu'on n'a pas cité qui s'appelle L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui pour moi est l'une des œuvres d'anticipation les plus désespérées qui m'ait été donné de voir et qui à l'époque en salle m'avait en plus vraiment au-delà de l'anticipation et du genre dont on parle depuis tout à l'heure, vraiment présenté des facettes d'acteurs tels que Bruce Willis ou Brad Pitt auxquels je ne m'attendais pas
du tout dans ce registre. Et Terry Gilliam qui, après Brasil, que j'avais vu quand j'étais plus jeune, m'avait aussi procuré ce même effet d'anticipation très quand on parle d'inquiétude et d'austérité et d'anti-spectaculaire dans les technologies présentées. Je trouve que Brasil et l'armée des 12 singes se posent un petit peu là et préfigurent de films justement comme Les Fils de l'Homme qui sortira quelques années plus tard. Donc voilà, c'est des films que je conseille. Désolé de ne pas développer plus. Non, mais de toute façon, on est un peu battu par le temps, donc tout va bien. Soleil Vert, qui a peut-être un peu mal vieilli, mais qui en fait a été fait il y a 40-50 ans et te parle d'un monde qui sort d'une pandémie, crise alimentaire, crise sociale, crise politique, crise énergétique. Et qui se déroule en 2022-2023. Alors, on est pas mal dedans là. Justement, Orange Mécanique. Justement, j'allais y venir parce que j'ai ma propre sélec. Évidemment, j'avais du Blade Runner, des trucs comme ça, donc je vais pas y revenir dessus. Du côté transhumanisme, c'est plus les thématiques qu'il y a derrière. Du côté transhumanisme, il y a évidemment Ghost in the Shell. Alors, le dessin animé de Mamoru Oshii, pas l'adaptation live. Oui, mais quand même. Et Gun aussi. Alors, pareil, Gun plutôt qu'Alita. C'est encore une fois la même. Voilà, plutôt l'original que l'adaptation. Donc, je reviens pas sur Soleil Vert que j'avais dans ma liste aussi. Par contre, Le Prisonnier. Moi, c'est un truc qui sur la surveillance et tout ça. Voilà, Le Prisonnier. Complètement. Une saison, hein. Il y a qu'une saison. Et alors, vite, hein. pareil, encore une fois, la série de l'époque et pas le remake avec pourtant Ian McKellen. Et évidemment, par rapport aux jeux télé qui vont toujours de plus en plus loin, Rollerball d'un côté, Running Man de l'autre, le prix du danger. Le prix du danger au milieu. Enfin voilà, tout ce qui est autour de l'entertainment et comment est-ce qu'on renonce aussi à pas mal d'éthiques pour toujours aller plus loin. Voilà, il y a des choses comme ça qui... c'est ça, Hunger Games. Running Man, vous pouvez peut-être le lire avant de le voir, dans l'ordre. Oui, mais il y a Schwarzy toujours. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais au début, il y avait Gattaca, parce qu'on a commencé là-dessus, mais Gattaca, je crois qu'il est considéré par la NASA comme l'un des films d'anticipation les plus probables et réalistes, et pour tout ce que ça raconte sur la manipulation du génétique, du génome, comment on va pouvoir après classer les gens en fonction de leur gène, quoi. Et ça on est un petit peu dedans. On est un petit peu dedans, tout petit peu. Ouais. C'est comme ça que s'arrête ce dossier sur l'anticipation. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur le replay YouTube, par exemple, quelles sont vos références. Nous, on va enchaîner rapidement avec le petit moment ludique de l'émission, puisque attendez, on se fait le jingle. Je vous explique après. Ça se joue en équipe et ça se joue au buzzer. Il va y avoir 9 questions autour de 3 mécaniques. Et la thématique du jour, c'est, parce que c'était la semaine dernière, les 59 ans de Andy Serkis. Andy Serkis, vous le voyez. Oui. Me dites pas qui, parce que ça va être sans doute l'objet de questions. D'accord. Les différents visages d'Andy Serkis, c'est la thématique. Et pour commencer... Il va y avoir quelques images faites par des intelligences artificielles. Tiens, on est bien dedans. Voilà, on reste dans le thème. Et voilà, on demande quel est le personnage qui est interprété par Andy Serkis à chaque fois. À vos buzzers, première image. On cherche le perso. Personnage. On cherche le perso. Le capitaine Haddock, mais qui s'est pris une bonne porte dans la tronche. C'est le capitaine Haddock. Le capitaine Gollum. C'est même Andy Serkis, bien sûr, mais c'est surtout... Il y a un petit côté Simpson. Tu sais, quand ils essaient de les faire enlever. Et Hardman aussi, un peu pâte à modeler. Le capitaine Haddock dans le film Tintin de Peter Jackson, de Steven Spielberg. C'est Steven Spielberg. De Jackson, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Un point pour la team, Max et Julie. Attention, quel est ce personnage ? Alfred. C'est Alfred Pennyworth. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bon Alfred ? Une petite conjonctivite. On dirait qu'il s'est fait tuer par le personnage de Negan dans The Walking Dead. Il s'est pris un coup de batte sur la tête. Mais lui, ça n'a pas bougé. Ses yeux sont sortis de ses orbites. Alfred, en tout cas, qui vous vaut 1 point. C'était dans la version de Matt Reeves. De Matt Reeves, ouais. Attention, 3e image. Gollum ? Ce n'est pas Gollum. Ah non, pardon. Ce n'est pas Gollum. C'est un personnage qu'il a interprété et qu'il a déjà joué. Tout à fait. Je laisse si jamais. Parce que vous avez 3. Non, il a jamais fait Harry Potter. Non, vous pouvez rejouer.
Snoke dans C'est Star Wars. Snoke. C'est Snoke, ça. On dirait ouais. Voldemort. On aurait plus bien dit d'accord. Voldemort, mais dans ma tête, je me disais, mais il a jamais fait Voldemort. Hein. Non, Mais il faut pas lui faire des yeux aussi gros, si c'est Mais Snoke. on dirait pense que c'est un Surtout, très faut pas lui faire marquant. des oreilles. C'est pas Yoda. On dirait Nosferatu en fait. C'est un très marquant de son visage, ce regard, ses yeux particuliers, et l'IA les a à chaque fois un peu poussés, tous les curseurs à 100. Dernière image à trouver, quel est ce personnage ? Alors attends, je vais dire Gollum, mais tu vas me dire non. Non, c'est bon. Ouais. Et c'était le Capitaine Haddock encore une fois. Aïe, ça me met mal à l'aise. La commande à l'IA, c'était mélange-moi le visage de machin et on dit ça, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui, ça se trouve, en fait, les premiers concept art ont ressemblé à ça sur Ça Gollum. me met mal à l'aise. Ils se sont dit, C'est assez malaisant, effectivement. Le Gollum, là, il est. C'est un mélange de Hadibou et de. Ouais, du Big Deal. On est toujours. Vous inquiétez pas, c'était les dernières. On est toujours au buzzer, ça se joue toujours au buzzer, mais la mécanique change puisque je vais vous faire des descriptions de personnages et il va falloir trouver le nom du personnage. Le plus rapidement possible dans ta description. Toujours Andy Serkis. Voilà, vous m'arrêtez, c'est un peu le je suis de Julien Lepers. Attention, top, c'est un trafiquant d'armes et un mercenaire sud-africain. Ah, je J'ai l'ai. pas son nom, mais c'est dans Marvel. J'ai pas son nom. Moi, j'ai le nom. J'ai oublié son nom. Comment s'appelle son personnage? Ulysse quelque chose. On valide Ulysse quelque chose. Ulysse Klaus. Ulysse Klaus. Qui sera maintenant appelé Ulysse quelque chose dans Non, mais tout le là Marvel aussi, Universe. c'est par intelligence artificielle, là. Non, là, c'est Attendez, mais dégueulasse c'est comme une dans quoi intelligence artificielle, cette photo. Dans quoi c'est là, ça Black c'est Panther. tiré des. Dans Black Panther. Ah, mais oui. J'imagine Black Panther qui fait oh mais mon dieu c'est Ulysse machin. Ulysse quelque chose. Klaue. Je t'avais reconnu. K-L-A-U-E. Ulysse Klaue. Attention, deuxième description. C'est un personnage intelligent et révolutionnaire. César dans la planète des singes. C'est César Oh là là. dans la Je planète l'attends des depuis singes. tout à l'heure. Je me dis il va tomber le César. Ok. On va faire une autre mécanique. Juste avant, je donne les scores qui sont de 3 à 3. Bon. Eh ben. Oui, où ça? Attention, cette fois, on est sur un dézoom. Les 4 images, donc c'est très proche et ça dézoome et c'est le premier qui trouve des personnages incarnés par Andy Serkis. On est parti. Kong. Et ce n'est pas Kong. Ah! Damn! Ah, ça y est, maintenant je l'ai. On peut plus jouer après. Oh, bah, c'est au buzzer. Ah non, on peut plus. Si. Johan J'ai le droit ou pas? Ouais. Balou. Alors, si vous l'avez direct, C'est Balou. c'est Balou. Ah oui, c'est Je vous le donne à vous. C'est Balou. Mais dans- merci de t'être sacrifié sur King Kong parce que je partais aussi. Oui. Tu partais sur King Kong aussi? Ah bah oui, Bah bien oui. sûr. En me disant ah mais c'est vrai. Ah que là King là Kong. là là. Ah non, c'était. Moi, j'attends un perso et je suis Balou. même pas sûr qu'il sera dans la liste. Donc. Attention, on enchaîne. Image suivante. Le gars dans Andor. J'aurais dit pareil. J'aurais dit le même. Mais je me souviens vraiment plus de son nom là. Il est validé. C'est Kino Roy. Voilà, c'est ça. Vraie question. C'est son vrai visage. C'est Oui. Non, mais vraie question, c'est le seul acteur qui a interprété 2 personnages différents dans toute la franchise Star Wars, non? Pour l'instant. Non, parce que Bah après, il y a des mecs qui ont fait. Oui, Ahmed- si tu oui. Ahmed Best. Si tu. Ahmed Best, il a fait. Jar Jar Binks et, Donc la réponse est non. Le mec qui est dans Wicked. Oui, Effectivement, la réponse est totalement non. Bien joué. Si jamais il tombe, on est C'était pour savoir si vous saviez. Attention, dernière image, elle sera déterminante puisque vous êtes à 4 à 4. Aïe aïe aïe. J'espère que c'est lui. C'est quel personnage celui-là? King Kong. Mais là, c'est King Kong. Oh non, Il est trop fort. mais non, mais c'était sur le tyrannosaure là. Mais non, il jouait également l'arbre, on ne le savait pas. Ah là là là. Ah là là. On a un plus point Andy Serkis, près. c'est fini. Je pensais que ça commençait par le personnage, mais ok. Tu pensais à qui Mais non, je voulais l'assistant de Nikola Tesla dans le Prestige. Ah, C'était très spécifique. oui. Mais Moi aussi, je me suis dit, ça peut être mon la préféré. spécifique. petite hyper vicieuse. Mais ouais, moi aussi, j'y ai pensé. Mais ça aurait pu être la fin de vicieuse en fait du personnage en fait où c'est son propre visage. La victoire va du côté de Max et Juliana. Bravo. Désolé. Bravo, grâce à Max. Beaucoup. Ah, Félicitations. d'une courte tête, ce qui nous permet d'enchaîner tout de suite avec le journal des sorties. Ok. 5 incontournables sur lesquels je vous demanderai à chaque fois de nous donner votre note en envie de voir. Ah, ok. Entre 1 et 5, les étoiles de la hype. Et après, Je Johan, crois que c'était le nom d'un film, c'est-à-dire aucune envie. De voir C'est les dommage, étoiles malgré de le la titre. non, non, hype. c'est le nom de la mécanique. D'accord. Et après, Johan, comme d'habitude, le reste des sorties. Le en reste bref. des sorties, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y en a pour tout le monde parce que je crois que les 5 incontournables, c'est chacun un tuyau différent. Donc comme ça, tout le monde sera content. Comme Au dirait cinéma, Super Mario. Voilà. Super Mario, Allez, voilà. allez. Au cinéma, il y a Beau is Afraid, qui est donc le nouveau film d'Ari Aster, cinéaste de l'angoisse, qui nous avait fait Hérédité et Midsommar et qui dirige ici Joaquin Phoenix.
dans le portrait fleuve, on pourrait dire, parce que ça dure 3 bonnes heures, d'un homme angoissé. Faut arrêter avec les films de 3 heures. Et contrairement, je crois, à ce qu'on pense, c'est que le petit garçon n'est pas joué par Joaquin Phoenix, parce qu'à un moment, la rumeur, c'était Joaquin Phoenix joue tous les rôles. En fait, c'est un acteur. C'est un gamin qui, du coup, a une tête flippante, mais qui lui ressemble. Et c'est le père Fouras qui joue Joaquin Phoenix. Exactement, entre 2 saisons de Fort Boyard. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Midsommar était quand même assez traumatisant, donc 4. 4 pour Johan. Moi, c'est 4 en ce qui me concerne. 4 aussi en ce qui te concerne. Assez client de Ari Aster. Juliana. Oui, alors je trouve que Ari Aster est un bon réalisateur, même si j'étais très déçue d'Hérédité. On me l'avait trop bien vendu. Midsommar m'a plutôt plu. Je mettrais un 4. 4. Bien que ça a l'air d'être la crise d'angoisse intense, quoi. Ah oui, très. Moi, j'ai vu le film. Du coup, ce serait 4, mais plus un 3,5, parce que le film, je trouve, a demi. plein de... oui, mais je pense que je mets 4. C'est-à-dire que c'est quand même... je préfère le mettre en avant comme ça. Il y a plein de choses. En fait, c'est un film en 4 segments. Je trouve que c'est de moins en moins bien, malheureusement, et je trouve que le dernier segment est beaucoup trop explicatif. Mais tu sais que Ari Aster est doué, et effectivement, tu en as la confirmation. Joaquin Phoenix, évidemment, aussi. Il y a plein d'images assez cauchemardesques, mais c'est un film un peu plus drôle que ce qu'il a fait avant, même si tu rigoles un peu en grinçant les dents. Humour noir. C'est un humour assez angoissé malgré tout, donc c'est un terme un peu galvaudé, mais pour le coup, c'est une vraie expérience parce que tu sais pas à quoi t'attendre, c'est un rythme en montagne russe, donc il y a énormément de choses, pas que des bonnes choses, mais ça vaut le coup de le voir. 4 étoiles pour Max, auxquelles se rajouteront mes 4 persos. Je suis pas très fort en calcul mental, mais a priori, c'est 4 étoiles. Mais pas mal. Pour le plateau, yes. 4 étoiles pour Beau is Afraid. Il y a Denis Ménochet, on l'a pas dit. Et il y a Denis Ménochet. On l'a vu derrière. Il y a un rôle incroyablement flippant et en même temps assez drôle. C'est vraiment un bon résumé du film, le rôle de Denis Ménochet. On passe sur Prime. Sur Prime Video, la deuxième série la plus chère de tous les temps après Les Anneaux de Pouvoir, ça s'appelle Citadel, c'est porté par les frangins Russo, donc qui ont fait les derniers Avengers, et porté par Richard Madden, Priyanka Chopra et Stanley Tucci, série d'espionnage, vous l'avez compris, en voyant l'affiche, avec des espions, on dirait presque un peu un reboot de Mission Impossible, puisque c'est des espions d'une agence qui affrontent une autre agence un peu méchante qui veut diriger le monde et qui a réussi à leur effacer la mémoire. Et au moment où ils reviennent pour conquérir le monde, il faut réactiver leur Jason mémoire. Bourne Voilà. aussi. Il y a un petit peu de tout ça. Et surtout, c'est le début d'un univers qui va être plutôt, devrait être étendu, puisqu'ils vont faire plein de séries dérivées qui partent de cette série mère, tournées dans différents pays du monde. Et donc, des spin-offs sont déjà en cours en Italie et en Inde, par exemple. Ah oui. C'est intéressant comme procédé au global, d'avoir un truc, et puis après, l'exception culturelle à chaque fois. Ok. Combien d'étoiles de la hype? Je suis pas très hypé jusque-là, donc moi, on va dire un 3. Petit 3 de curiosité. C'est bien, déjà. C'est déjà bien, 3? Bah oui. Ouais. Ok, 3, c'est bien. Joe? Moi, étant très très peu client du cinéma des Russo, je vais mettre 2. 2 du côté de Joe. Juliana? Moi, je vais mettre 2 aussi. J'avoue que ça a l'air. Donc ça a l'air rien dense, dans les images ne me oui. laisse supposer qu'il y a un gap de qualité par rapport à leur film précédent. 2, c'est bien. 2, on reste à 2. Oui. 2 pour Juliana. Moi, Max? plutôt 3. Tu m'as un peu plus convaincu sur le côté Mission Impossible parce que je me disais, bon, on a eu Ghosted il y a une semaine. Moment à faire arrêter un True petit peu Lies, les bêtises. True Lies, c'est vrai, je l'ai pas regardé encore, mais Ghosted, c'était quand même très 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 fainéant. Mais bon, peut-être, tenter au moins le pilote. Et peut-être, tu te dis, avec le budget, ça peut peut-être être un minimum efficace. Donc 3. 3 du côté de Max, auquel vont se rajouter mes 3 étoiles. Pareil, je vais essayer de jeter un œil au pilote, et puis je vais avoir du temps dans pas longtemps. Ce qui nous fait combien au niveau de l'addition, tout ça? 3 étoiles pour Citadel. Cher payé. Sur Disney Plus maintenant, Disney poursuit donc l'adaptation en live de ses grands classiques dans quelques semaines maintenant, parce que ça se rapproche. On découvrira au cinéma La Petite Sirène, mais là pour le moment c'est Peter Pan, version David Lowery. David Lowery, il avait notamment fait The Green Knight et Ghost Story, hein, c'était ça. Celui qui avait fait Peter Elliott. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il avait connu l'écurie Disney par Peter Elliott, et quelqu'un qui fait des images sublimes. Et avec, vous le voyez sur l'affiche, Jude Law en Capitaine Crochet. En Capitaine Haddock. Combien d'étoiles de la hype, mon cher Johan? Combien d'étoiles de la hype? En fait, moi, je suis pas anti-Disney Live, donc je suis plutôt curieux, donc je vais dire un 3 aussi. 3 aussi. Joe? Moi, je suis extrêmement déchiré parce que je suis... David Lowery Zouz, donc j'ai envie de mettre 12 étoiles, et en même temps c'est la première fois que les premières images
d'un film qu'il a réalisé me transcende pas non plus. Donc je vais réduire à 4, prudemment. Mais je vais évidemment le voir dès que ce sera disponible. Parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers visuel de ce cinéaste. Du coup, 4 étoiles du côté de Joe. Juliana. J'avais été très convaincue par Peter Elliott, qui était une très bonne adaptation live, je trouve. Très belle surprise. Peter Pan était mon Disney préféré quand j'étais enfant. Je n'arrêtais pas de le regarder en boucle. Et donc, forcément, il y a quelque chose là qui m'intéresse. Donc, je vais mettre 4 étoiles de la hype. 4 étoiles pour Juliana. Max? Moi, 4 étoiles aussi, ça va être un peu un best-of de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je suis aussi un David Loiseau. J'aime beaucoup aussi son Peter Elliott le dragon. Et j'adore Peter Pan et notamment le Disney. Donc, je suis assez chaud, même si je te rejoins sur le fait que les images sont peut-être pas transcendantes, mais que c'était peut-être plus des images faites par l'équipe marketing de Disney pour vendre le truc. C'est pour ça que mais j'ai juste envie de rester prudent parce que c'est toujours triste d'être déçu pour la première fois par quelqu'un. Et puis Jude Law, on est prudent, on a mis 4 et pas 5, c'est de la prudence. Et puis Jude Law, Capitaine Crochet, c'est super idée sur le papier, donc un bon 4 solide. Solide 4 du côté de Max, auquel vont se rajouter mes 3 étoiles, puisque moi je suis à peu près à 1 en termes d'adaptation live, et à 4-5 par rapport au réel. Donc du coup, voilà, après, vu l'affiche promotionnelle de La Petite Sirène qui est tombée aujourd'hui, ça a l'air d'être sublime à côté, vraiment. Donc, du coup, Peter Pan et Wendy sur Disney+. 4 étoiles. Yes. Et sur Netflix maintenant. Sur Netflix, A.K.A., qui est donc, contrairement à son titre, un film français, porté par Alban Lenoir, qui devient un peu une espèce de star d'action de Netflix, puisque vous l'aviez vu dans Balles perdues 1 et 2. Et là, Alban Lenoir-verse, voilà, exactement. Qui se développe. Et il fait équipe avec Morgane Dalibert, qui était donc le directeur photo de Balles perdues 1 et 2, pour coécrire ce film et donc le mettre en scène du côté de Morgane Dalibert. Et donc, c'est l'histoire d'un agent infiltré qui va infiltrer une organisation mafieuse pour empêcher un attentat terroriste. Et si vous avez vu Balles perdues, voilà, c'est toujours c'est peut-être un peu con, mais c'est du spectacle efficace. En tout cas. Combien d'étoiles de la hype? 2, mais pour l'efficacité des scènes d'action, j'aime bien Alban Lenoir. Du coup, un bon 2. Pas un 2 de rejet. Ouais, un bon 2. Un 2 d'encouragement. Voilà. Joe, de ton côté? Moi, c'est un 2 de curiosité aussi. Balles perdues, super, cela dit. Enfin, super. Chouette surprise. Donc, j'espère être aussi convaincu, mais c'est un 2 de curiosité. Parce que c'est pas vers ça que je vais me diriger naturellement. C'est pas une prio. Voilà. Juliana? Eh bien, moi, c'était un 2 des journées qui ne font que 24 heures. Tu l'as déjà utilisé, t'as pas le droit. Non, 2. J'ai pas vu Balles perdues, il faut peut-être que je le rattrape, vu ce que vous en dites, ça a l'air c'est plutôt chouette. Et bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? 2 aussi. Max? Moi, plutôt un 3, curiosité. Puis mais attends, il y a Cantona. Pardon, je suis passé à 4. Non, moi, je reste à 3 quand même. Si c'était la même efficacité que Balles perdues, pourquoi pas, mais donc 3, parce qu'une fois que j'aurais vu Peter Pan et Wendy, peut-être ça, Peut-être. Ça s'enchaîne très bien, il va rester vraiment dans la lignée. Sur la tronche Peter Pan et Wendy, je crois. Cantona dans un film d'action, s'ils lui font refaire son coup de pied sauté... Coup de pied sauté, oui. Ça va être 12 étoiles. Donc... Non, mais a priori, il ne le fera pas. Ça me paraît compliqué. Auquel vont se rajouter mes 2 étoiles, malgré Cantona. Moi, j'ai 2 étoiles parce que Cantona. Voilà. J'ai pas vu Balles perdues, j'ai pas l'impression que. Enfin voilà, ça me parle pas. Il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie bonne surprise, comme disait Johan. Il y a une vraie efficacité sur Balles perdues. Je juge pas la qualité finale, juste l'envie. Donc, surtout qu'Alban Lenoir n'est pas en face de nous, on peut dire. Et si on avait eu Cantona pour discuter, j'aurais mis 5. Voilà, 8 d'ailleurs. Combien au total, mon cher Paul? 2, non? 2 étoiles pour A.K.A. On passe sur Canal. Et on termine, en tout cas, cette sélection sur Canal avec aussi du musclé, avec donc BRI, une nouvelle série qui se glisse un peu dans le sillage d'Engrenage, qui nous entraîne dans les coulisses de la BRI Versailles, brigade spécialisée dans la répression du grand banditisme. C'est supervisé par Erwan Ogoyar, qui avait travaillé sur les saisons 6 et 7 d'Engrenage, et par Jérémy Guez, qui est un des talents j'allais dire à suivre, mais il est déjà bien confirmé, du cinéma de genre en France. Il avait notamment participé au scénario de Lucas, La nuit a dévoré le monde, que j'avais adoré, L'Intervention, il avait réalisé Sons of Philadelphia ou encore La terre et le sang.
Et c'est porté, on le voit, par un super casting. Sofiane Kamès, Ophélie Beau, Théo Christine, plus Vincent Elbaz et Emmanuel DeVos qui jouent un peu les vétérans de la brigade. Et donc, si ça se met sur les rails d'engrenage, ça a l'air assez chouette. C'est une série, C'est une série en 8 épisodes. 8 épisodes. Combien d'étoiles ? On est sur du 4. 4 étoiles du côté de Johan. Joe ? Ouais, 4 étoiles aussi en ce qui me concerne. Le casting qui clairement me vend le truc très fort. Et ouais, assez friand de ce genre de petits bonbons là. 4 étoiles du côté de Joe. Juliana ? Un peu déçu que ça ne soit pas une série sur le fromage, Brie. Non, moi je vais mettre 3, ça a l'air chouette. 3 du côté de Juliana. Ça a l'air un peu bourrin, mais ça a l'air chouette. Max ? Moi aussi, un 3 étoiles, 2, ça a l'air sympa, mais je sais pas si j'aurai le temps tout de suite de regarder. Ah, oui, alors du coup, 2 ou 3 ? Un 3 C'est un 3, c'est un 3. Bien sûr. Enfin, un 3, non, un 3. Du coup, 3. 3, voilà. Auquel vont se rajouter mes 2 étoiles. Je suis désolé, ça a l'air super bien comme ça, mais j'en ai par-dessus la tête des séries policières de... Enfin voilà, donc voilà. Juste, globalement. Voilà. Globalement, 2. Voilà. Ce qui nous fait combien, mon cher Paul ? 3. Ça fait 3 au total. Je me retourne vers toi, Johan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les sorties de la semaine ? En 4 minutes express, au cinéma, il y a aussi un polar qui s'appelle Misanthrope, porté par Shailene Woodley et qui a la particularité d'être réalisé par Damian Zifron, réalisateur argentin qui avait fait Les Nouveaux Sauvages, qui avait été remarqué pour ça, bien. et qui n'a rien fait depuis quasiment 10 ans. Ouais, c'est dingue. Donc c'est très étonnant de c'est l'actrice voir principale de Divergente. Exactement. Ouais, Voilà. super. Également au cinéma, un autre retour après pas mal de temps d'absence, c'est le retour de Kim Chapiron, qui réalise Le Jeune Imam, adapté d'une histoire vraie. Et il avait rien fait depuis... La crème de la crème. La crème de la crème, il y a quasiment 10 ans aussi. C'était 2014. Après, il est passé pas mal en réalisation de séries. Hein. Voilà, il a fait beaucoup d'épisodes. Donc ce retour au cinéma est coécrit par Lajli. Donc c'est pas mal. Et au cinéma aussi, un événement qui va sortir dans peu de salles, mais événement pour les gens qui connaissent Phil Tippett. Phil Tippett, qui est donc l'un des maîtres, le maître actuel de la stop motion. Donc il a inventé certaines des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma avant qu'on arrive à la CGI. Et donc en fait, il a réalisé ce film qu'il a porté pendant plus de 30 ans. Wow. Donc 30 ans pour faire aboutir le projet. Et c'est une espèce de cauchemar éveillé. On l'a vu avec Max. C'est vraiment un truc... c'est assez expérimental. Très étonnant. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, des images que vous n'oublierez pas. Sur Netflix, il y a également la saison 2 de Sweet Tooth avec comment on pourrait appeler ça, des enfants hybrides. Mélange de gens avec des animaux, c'est ça, enfants hybrides. Et sur Netflix, il y a l'entrée catalogue de 3 bons films qu'on vous recommande. Last Night in Soho, visuellement assez incroyable. Stillwater avec un Matt Damon plongé à Marseille, très surprenant. Sympathique. Surprise. Et Tous en scène 2. Incroyable. Incroyable. Non mais incroyable. Tous en scène 2. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait l'imitation du cochon robot. Blip, 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 blip. Et si le lion ne vous fait pas chialer dans Tous en scène 2, c'est que vous n'avez pas de cœur. Sur Prime, il y a également Bed Rest. Une femme enceinte vit des complications et doit garder le lit. D'étranges événements surviennent chez elle. Par les producteurs de Scream. Merci. On travaille en tandem. Sur Apple TV+, je sais que tu aimes bien cette série, je crois, la saison 2 de The After Party. Oui. Ah, c'est maintenant. Trop bien. J'avais regardé c'était conseil. C'était pas mal du tout. Cool, voilà, et donc c'est une série vue par plein de points de vue différents. En fait, chaque épisode est un point de vue. C'est un whodunit et chaque épisode, en fait, c'est un suspect qui raconte du coup l'histoire de son point de vue. Donc forcément, et en fait, chaque épisode aussi est réalisé selon un genre différent. Donc il y a un genre comédie musicale, un genre Fast and Furious. C'est que très des bien. sortes d'exercices de style à chaque... c'est cool. Et on rappelle qu'Apple TV+, vous pouvez le voir avec votre abonnement Canal. Gratuitement, sans payer. Donc ça va vous permettre de découvrir plein de bonnes séries, dont celle-là. Et en tout cas, on termine sur Paramount+. On en a beaucoup parlé finalement aujourd'hui de Paramount+. Avec une série qui s'appelle George et Tammy, qui revient sur l'histoire vraie et la romance du couple de chanteurs country, Tammy Wynette et George Jones. Tammy Wynette, c'est celle qui a chanté Stand By Your Man. Et le cast à l'affiche. Oui. Incroyable. Merci beaucoup, Johan, pour ce journal des sorties. Je me tourne vers toi, Juliana, puisque cette fois on a le temps. Oui, c'est le moment de la reco. De la petite reco. Écoutez, je voulais vous conseiller un podcast. Forcément, si vous aimez les balados, émissions, vous pouvez vous diriger, et les musiques de films, vous pouvez vous diriger vers un podcast qui s'appelle Original, au pluriel, podcast. Un podcast sur les bandes originales de films. Il y a une 20aine d'épisodes qui est déjà sorti. C'est un podcast qui a été à peu près lancé un peu avant le confinement. Et donc, chaque épisode a sa thématique. Donc, parfois, il y a des best-of, par exemple, pour 2022 en BO. Vous imaginez bien que ça va être les BO qui ont marqué l'année 2022. Mais
Vous avez aussi, par exemple, les BO mènent l'enquête. Donc, ça sera vraiment spécial film Sherlock Holmes, enquêteur, etc. C'est une émission qui est hyper bien faite parce que je trouve qu'elle arrive à choper l'équilibre entre le bon niveau d'information et d'anecdotes à vous fournir quand vous écoutez une émission de musique. Et en même temps, c'est une émission qui n'a pas peur de laisser aussi un petit peu les morceaux prendre vie dans vos oreilles. Et, c'est une des questions que j'allais te poser, tu vois. Oui, et en fait, moi, je suis souvent frustrée quand c'est des émissions un peu culture, entre guillemets, où on coupe tout de suite les morceaux. Là, on prend vraiment le temps d'écouter, mais aussi parfois d'analyser les morceaux. Je pense à un extrait que j'avais en tête sur la 2022 en série, sur la BO de Nope, qui est incroyable sur aussi la façon dont le compositeur a imaginé cette notion de miracle et comment il l'a injecté dans la musique. C'est assez bien expliqué dans le podcast. Il y en a un qui s'appelle Je sais tes BO. Vous avez eu le retour en salle aussi en BO. Donc au plus on remonte dans le temps. Mais vous pouvez vraiment vous les binger parce que c'est vraiment très agréable. Parfois, il y a des petits bonus aussi, comme vous savez, la musique d'Universal, la musique de la Paramount. En fait, qui sont les grands compositeurs derrière ces petits jingles parce qu'en fait, Giacchino en a fait, Goldsmith en a fait. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une super émission que pas assez de gens connaissent pour le coup. Et je vous encourage vraiment à aller écouter parce que c'est franchement un petit bijou de podcast. J'ai une question, c'est porté par qui cette émission ? Il y a un panel de personnes qui tournent c'est la voix de la personne qui a créé l'émission qui vous accompagne tout au long. Et moi, ce que je trouve bien, c'est qu'au fur et à mesure, on apprend aussi un petit peu à connaître cette petite voix mais dont on n'a pas trop d'infos. Mais en l'occurrence... je trouve que c'est toujours bienveillant. Il y a toujours un peu d'humour aussi, il y a un peu de blague, on commence à comprendre un petit peu. Moi, ce que j'appréciais aussi énormément, c'est qu'il y a souvent des petites passerelles sur les vinyles, sur il existe dans tel pressage, où il y a des CD, où il y a des machins. Et voyons. Voix masculine qui est assez, je trouve, assez douce et assez agréable à l'oreille aussi. Donc franchement, vous pouvez y aller. C'est une émission détente et en même temps très intéressante que je vous conseille. À 100%. C'est des épisodes d'à peu près de combien de temps ? C'est plutôt... Je regarde parce que je les ai toutes écoutées, donc forcément, j'ai plus les durées, mais je dirais plutôt entre 30 et 40 minutes, un truc comme ça, 40 minutes max. Donc, vous n'êtes pas obligé de les écouter d'un coup, vous pouvez mettre pause aussi et les reprendre pendant vos trajets si c'est comme ça que vous écoutez les podcasts, ou en faisant la vaisselle ou autre. Moi, j'avais une question complémentaire, c'est tu connais bien le cinéma, mais est-ce que, par exemple, j'imagine qu'il y a des épisodes qui parlent de films que tu n'as pas vus. Et est-ce qu'en fait, c'est quand même pertinent de découvrir les musiques qui rapportent à des images que tu ne connais pas ? En fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que vu que les épisodes sont conçus de manière thématique, en fait, tu navigues de film en film d'un même genre parfois, ou avec un même sujet, ou par exemple, il y a des épisodes sur BO sur la croisette, et donc du coup... qui peuvent aussi brasser des choses historiques. C'est pas que cinéma, il y a aussi pas mal de séries, de vieilles séries. Moi, je trouve que c'est toujours... hyper intelligemment fait la façon dont on passe de l'une à l'autre et comment on avance dans l'émission, et il n'y a aucun moment, au contraire, ça m'a plus envie de donner ça va trop vite dans ma tête, ça m'a plus donné envie de regarder des choses que j'avais pas vues en découvrant la musique et en me disant incroyable, cette musique je la connais hyper bien, mais en fait j'ai jamais pris le temps de regarder le film parce que en fait j'ai rajouté plein de choses sur ma wantlist aussi de films à voir en me disant oh là là, mais incroyable tout ce que j'ai pas vu. Et il y a aussi des petites recos à l'intérieur parfois, même si ça parle de musique, ça peut aussi nous orienter sur ça c'est un petit chef-d'œuvre, vous devriez le découvrir, des choses comme ça. C'est là où le dosage entre le conseil et la reco est bien fait, et en même temps l'ajout d'informations aussi. Je trouve que ça donne envie de voir des films, au-delà d'être content d'écouter les musiques. Merci beaucoup Juliana. De rien, je suis trop contente d'avoir fait ce petit coup de cœur. Petite reco comme ça sur le podcast original disponible sur toutes les plateformes, j'imagine. Oui, et vous avez aussi les réseaux sociaux où je trouve que c'est hyper intéressant ce que la personne fait, parce qu'elle récupère à la fois des visuels mais aussi des liens pour aller au-delà du podcast si vous voulez le suivre sur Twitter ou sur Instagram. Il y a aussi différentes versions d'une même chanson dont il a parlé dans le dernier épisode. Vous pouvez vraiment y aller, c'est très sympa. Voilà. Et ça spamme pas à gogo non plus, donc c'est un bon équilibre aussi dans le post du réseau social. Original, donc podcast à découvrir. Merci beaucoup aussi à vous sur ce plateau pour cette émission. Juliana, on rappelle quelques places encore pour... Quelques places pour samedi. Le stress monte, mais écoutez, on est prêt, on a nos costumes, on a tout en tête. On espère que ça va être un beau spectacle. 2 heures de perdu en live à Lille. Ouais. Sur le Men in Black 1. Men in Black 1, ouais.
Voilà, donc si jamais vous êtes dans la région, n'hésitez pas à y passer une tête. Merci beaucoup aussi de votre côté. Max, tu nous tiens au courant pour la suite de Cannes ? Bah bien sûr, au pire ce sera le débrief du festival, hein. On sait que ça va finir par arriver. Joe, c'est quoi l'actu un petit peu ? Tous les matins, 6h, 10h, le Morning Rock sur la radio WeFM. Et récemment, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'équipe de Épicurieux. Menée par Jamy, dans laquelle je parle non de vulgarisation scientifique car je n'y connais rien, mais de pop culture car je m'y connais un peu mieux. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur ce type de canal, voilà, dorénavant. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci pour l'invite. Merci beaucoup Johan. On se retrouve la semaine prochaine où tu prendras ma place puisque je suis en vacances. Donc tout à fait. c'est toi qui anime l'émission. Alors qu'il donne des rendez-vous, en fait il sera pas là. Abusé. Et pour ma part, donc je vous dis à dans 15 jours. Sinon, tout de suite, je remercie Jérôme et Alfred et Paul à la technique et à l'écriture de l'émission. Et on vous laisse avec la bande du récap. Ciao, ciao.